Bro. Allez, go Salem. C'est parti. Bienvenue dans Laisse-moi kiffer. Bienvenue dans Laisse-moi kiffer. Laisse-moi kiffer. Laisse-moi kiffer. Le podcast du kiff, de la digression. La digression. Nous sommes dans l'épisode numéro 17 et c'est la brigade du kiff qui vous rejoint aujourd'hui. Oui, tout à fait. Nous sommes avec Cédric. Bonjour, comment allez-vous? Ça va la pêche ou quoi? Wesh, Personne ça n'a va plus nul bien en radio. Ça va bien la famille? Ouais, tranquille. Je parle avec les auditeurs. Bonjour. Non mais c'est pas grave, t'es à l'ouest, tu vas te rattraper plus tard. Ce rire radieux, c'est celui de Tata Kalindosh. Oui, oh là là, vous m'avez manqué. Ça fait si longtemps. J'ai l'impression que c'est ma épisode. première fois, je suis un peu stressée. Ah oui? Ouais. Non. Est-ce que j'avais oublié, tu vois, ça fait 3 semaines que je suis pas venue, j'avais l'impression que... Mais c'est parce que la dernière fois que t'étais là, c'était Monsieur Chaussette. Oh putain Non. Le meilleur podcast. Si. Ouais, je pense. Ah ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Et nous accueillons avec nous, parce que Mimi est en vacances, on te fait des gros bisous Mimi, même si on sait que tu n'écouteras pas Non. cet épisode, car tu ne l'écoutes pas quand tu n'es pas dans l'épisode de Laisse-moi kiffer. Nous accueillons pour te remplacer Esther. Coucou Esther. Salut. Moi j'ai une vraie raison d'être stressée parce que c'est vraiment ma première fois. Et oui vrai. Hey. Tu vas voir, c'est très stressant comme podcast, hein. C'est le podcast le Ah plus oui, je stressant suis de Paris. déjà Le dans pot- une position très mal à l'aise, je dirais. Elle est en PLS présentement, vous ne le voyez pas. Le, Bah, elle est à pod- côté de Cédric, donc normal. le podcast du stress et de l'oppression. Bonjour. Bienvenue. Tu es journaliste société chez Mademoiselle. Oui, on et peut dire tu ça. as notamment été reporter, tu as fait plusieurs reportages à l'étranger et on en a fait des podcasts. Oui. C'était trop bien, donc n'hésitez pas, si vous aimez les podcasts de Mademoiselle, vous cherchez la vie des Mademoiselles dans le monde, vous écoutez ce podcast qui est merveilleux, vous allez lire tous les articles d'Esther à propos de tous ces reportages formidables qu'elle a fait, car ils sont vraiment hyper intéressants. Et voilà, que vous dire, Esther est la meilleure personne et je suis ravie qu'elle soit dans Laisse-moi kiffer. Alors commençons ce Laisse-moi kiffer formidable avec les commentaires de nos chères auditrices et auditeurs. D'abord, une très bonne nouvelle, car ABCD sur Instagram a décidé de rejoindre la team Automne, car avant elle n'aimait pas ça, et depuis qu'on en a parlé avec Mimi, elle a dit qu'elle aimait bien. Elle nous a envoyé des photos de feuilles mortes et tout, du coup je suis là, allez, victoire. Excuse-moi, comment tu tries le top des commentaires en fait? Tu prends ceux que tu préfères, comme Oui. ça tu dis ceux-là ils vont dans mon sens, Oui. alors je les prends. Mais la meuf, Non mais c'est juste que personne va dans ton sens, Kalindi. ouais. Moi j'en ai reçu plein des messages qui disaient que c'était mieux l'été. Moi je parle de ceux que je reçois sur le compte Instagram de Laisse-moi kiffer. De toute Donc façon, pour n'hésite pas à l'instant, faire ton on est- propre best-of des commentaires. Ouais, bah je vais le faire, je vais te dire, il y aura que de l'été. On est ni en été ni en automne pour l'instant, donc de toute façon ça ne sert à rien. Oui, moi j'attends qu'il fasse froid. Merci de revenir à des températures normales de type 12 degrés. En même temps, cette personne a dit qu'elle aimait l'automne, mais c'est normal parce que c'est encore l'été. Donc est-ce que cette personne en fait n'aime pas au fond l'été? C'est QFD, ABCD. Ça a été super bonne cette vanne, vous êtes dur. Non, moi j'avoue, j'ai trouvé bonne. Oh mon Cédric, tu m'as manqué. Il est si content de lui. Alors sinon, il y a Sarah Muche qui dit « J'aime Rusty Lake et Monsieur Chaussette. Grâce à Cédric, je sais que je suis une bonne personne. #fierté. Oui, tout à Putain, fait. cette... Bravo. Tout à fait, tu as compris 100% de ce podcast. J'ai donc terminé ma mission. Merci, salut. » Alors, je tiens à dire que j'ai enfin joué à Rusty Lake. Oh. J'ai enfin téléchargé quelques applications. Et vraiment, quand Mimi dit « Ça fait vraiment très peur », je suis là. Non. Et pourtant, je suis une flippette, mais vraiment, je ne regarde pas de film d'horreur, mais là, vraiment, le monsieur qui sort de l'eau, qui fait peur, je suis là. Wait a minute. C'est vraiment, t'avais peur de. Bon, d'accord. Si vous avez joué à Rusty Lake. Non, mais je lui ai dit, je ne comprends pas. Elle m'a dit, mais je suis une flippette, ok. J'ai dit, Mais d'accord. c'est flippette puissance 1000 parce que si même toi qui es une flippette, eh ben t'as pas flippé. Ah non, mais moi, je regarde pas de film d'horreur parce que je sais déjà que ça ne sert à rien que je regarde un tiers du film. Moi non plus, ça me terrifie. Mais du coup, Je- Rusty Lake, vraiment, sur l'échelle de la peur, non. Vraiment, on n'est pas sur l'échelle de la peur. Allez-y. C'est vrai que c'est 2 pas... sur 10 sur l'échelle de la peur. Voilà, tout c'est de pas même, hein. hyper sympathique. Il y a des histoires de meurtre et tout, mais en vrai, ça va. Un autre commentaire. Un commentaire qui m'a fait vriller. Il y a Lise Edeline qui nous envoie qu'elle fait un Excel pour noter tout ce dont on parle dans chaque épisode, les digressions et nos kiffs et tout. Et je suis là. Alors, pour tous les auditeurs et toutes les auditrices, êtes-vous au courant
que dans chaque épisode qui sort sur Mademoiselle, il y a un article qui l'accompagne avec la liste des choses dont on a parlé. Je ne sais pas si vous le savez. Si vous ne le savez pas, allez sur mademoiselle.com, car vraiment, je fais déjà ce travail. Il y a des liens directs. C'est pas un Excel, mais bon, ça vous aidera peut-être un petit peu à avancer. Non, mais Donc, attends, c'est génial parce que si on avait ce tableau Excel, on saurait à chaque fois vers quel épisode on peut renvoyer les auditeurs pour qu'ils puissent entendre parler des trucs dont on a parlé il y a longtemps. En vrai, ce serait un vrai sujet. Alors, je veux pas dénigrer ton travail quand tu fais cet article, mais là, tu vois, on a tout sur un seul document. Merci à cette lectrice, enfin cette auditrice, c'est génial. C'est clair, please share. Et si ça se trouve, on va apprendre que c'est Mathilde, une personne qui travaille chez nous en ce moment. Et dont c'est la spécialité. Exactement. Menu déroulant, tout ça. Mathilde est une personne extrêmement organisée qui fait des Excel à menu déroulant, ce qui m'impressionne énormément. Putain. Et un menu déroulant à couleur. Hein. Oui, c'est vrai. Avec des smileys. Elle est forte, elle est forte. Est-ce qu'on commence cette émission, enfin on a déjà commencé cette émission, mais est-ce qu'on commence les mini-kifs? C'est quoi? C'est le mini-kif. Je suis pas trop sûre de cette heure. Petit. On est tous très bien sur la même tonalité, hein, bravo. Bah oui. Lançons. La prochaine fois, on se fait un petit 5, 6, 7, 8 et on se lance. C'est Attends. quoi les A? La dernière fois, on a chanté Joyeux anniversaire à Marie Chouchou parce que c'était son anniversaire. C'était son anniversaire. Son anniversaire. Son anniversaire. C'était son an de Mademoiselle. Un an de Mademoiselle. Le jour de C'est là que je me rends compte que personne n'a fêté le mien. Cool. Bah tu l'as pas précisé en même temps. Ah, d'ailleurs, c'est mon anniversaire. Enfin, c'était mon anniversaire samedi dernier. N'hésitez pas, chers auditeurs et auditrices, à m'écrire sur Instagram un petit message d'anniversaire. Ton vrai ou ton mad anniversaire? Non, Non, mon vrai anniversaire. Ah, L'anniversaire bon non, c'est anniversaire, samedi prochain, Mais du coup, samedi dernier pour les auditeurs. Ah oui. Le 20 octobre. Le Bâton. 20 octobre était mon anniversaire. Dieu béni soit ce jour qui m'a vu naître. Bravo. Fort bien. Ah, ma mère, maman, je N'hésitez t'aime. pas à faire des hôtels C'est con, t'as failli être dédiés scorpion. à Kalindi et nous les envoyer sur des Avec hôtels des pour très beaux Kalindi. mondes. Ah oui, Ah, merci. mademoiselle. Ah oui. C'est drôle. Alors, comment ça s'appellerait ta religion? Les gens qui te La- vénèrent. Calindisme. Calindici. Ça fait un peu penser à Calici, tu vois. Le calindisme. Calici. Le calindisme. Le calindisme. Arrête d'essayer de déformer mon prénom. Le calindisme, c'est pas mal. Des hôtels au calindisme. Offrez-moi des nourritures. J'habite. Non, je ne peux pas le dire. Non. Mais envoyez-les à mademoiselle.com. Nourriture pour Kalindi. à Nourriture pour- mademoiselle.com. Exactement. Hôtel ou nourriture, vous choisissez. Attention, appliquez-vous. Je critique beaucoup la cuisine des autres. Merci. On l'a dit dans le dernier épisode, mais tu l'as pas écouté. Voilà. Donc, comme Mimi, je n'écoute pas les épisodes dans lesquels je ne suis pas. Pourtant, on a parlé que de toi pendant tout cet épisode. C'est Eh clair. bien, j'étais si miste. T'étais Si oui, bah miste, vous m'avez manqué. J'étais manquée, quoi. Ah, mist. Ah, je pensais que tu parlais du brouillard. Je l'avais en un seul mot. J'étais simiste en français. Qu'est-ce Alors, que ça veut dire? je n'ai pas cette définition. Ok, vous Ça êtes pourrait pas être un influente, ok, bon nom. ouais. Alors aujourd'hui, j'ai failli inventer. Enfin, j'ai inventé un nouveau nom. On peut le dire. J'ai décidément après I'm Cooking. D'ailleurs, merci aux gens qui envoient des vidéos. Des fois, il y a des gens qui voient écrit Cooking et qui mettent I'm devant. Et la dernière fois, il y avait quelqu'un qui a carrément envoyé une photo d'un festival où il y avait des gens qui avaient écrit We are cooking. Et voilà. Ouais, mais tu crois que c'était en Oui, ton honneur ou pas Cooking. Mais Ça c'est se trouve. forcément en mon honneur, Kalindi. Voyons. Mais est-ce qu'ils étaient devant un mur de briques rouges ou pas Non. Mais il y a toujours des gens qui envoient des briques rouges. Merci, vous me faites énormément plaisir. Ça me D'ailleurs, touche. j'en profite pour passer un appel national. Arrêtez Ah oui. de m'envoyer des putains de photos de crabes qui font des trous. Je n'en peux plus. C'était il y a 10 mois. Cessez. Putain, yes, s'il vous plaît, Cessez. continuez. Et c'est terrible. Il y a une vidéo qui a tourné là. Où un fils de pute de crabe fait d'un fucking trou, mais en fait, comment il fait ce con d'ailleurs? En fait, il y a un trou et il le rebouche Bah, il avec des relance bouts En de avec- sable. corolle. Et ça fait une corolle de mes couilles là. Bref, du coup, tout le monde m'envoie ça. Il y a eu une période pendant 2 semaines où tout le monde m'envoyait ce truc-là Génial. en boucle et je recevais 50 messages sur Instagram par jour avec moins. des emojis qui pleuraient, genre Fantastique, s'il Et- vous plaît, continuez à le faire. vraiment ne le faites plus. Merci. Continuez en revanche à envoyer des Des briques briques. rouges à Louise. N'hésitez pas. Donc, qu'est-ce que j'ai failli inventer comme mot aujourd'hui? Enfin, j'ai inventé un nouveau mot. J'ai écrit le mot clitorisme. Car je préparais un La podcast. religion du clitoris. Et ben, j'ai hésité. Est-ce que c'est la religion du clitoris ou est-ce que c'est un mix entre clitoris et orgasme ou
cataclysme. Et du coup, je me suis dit, ça serait genre un orgasme spécialement fort au niveau du clito. Et on avait trouvé quoi d'autre, Kalindi? Bah non, c'est tout. Non, il y Ah avait... non, c'est quand on il y avait- parle, c'est quand Comme on parle. D'un truc qui a lieu. Non, néologisme. Ouais. Non, c'était pas néologisme. En fait, c'est comme si je sais plus. Si, C'est que. je l'ai. Vas-y. Là, c'est quand on parle d'un truc en rapport avec le clito, on peut dire j'ai fait un clitorisme. Voilà, c'est ça. Comme on dit, j'ai fait un euphémisme, là, j'ai fait un clitorisme. En Je fait, sais ça pourrait être une figure de style. Mais ça serait quoi du coup? Bah, Comme c'est figure celle de style. où en fait. Tu Voilà. as- Je me souviens du vrai nom. Tourne le bouton tout rond, clitorisme. Vous l'avez. Mais comment C'est comment le les choses te générique. viennent à l'esprit, Cédric? Le générique J'aimerais de comprendre. Gabi, il a mis des tout petits. C'est complètement un clitorisme, c'est une métaphore clitoridienne si on choisit de le voir comme ça. Ah, ça pourrait être des. Oui, ok, d'accord, je vois ce que tu veux Tu dire. vois Mais il est brillant. Mais par contre, j'ai pas cette ref, hein. C'est pour ton Gabi, bébé. c'est pour les il a vieux. mis des tout petits. Alors attends, question, est-ce que c'est ton bébé ou c'est une ref des années 80 qu'on n'a pas? C'est une rêve d'un dessin animé des années 80 Ok. vieux. Mais la chanson, tout le monde la connaît. Ah bah visiblement pas les. Si Pas tu les es- gens de notre génération, Si Cédric. tu es triste, que tu as un gros chagrin, tu sais qu'il existe. Chez les petits malins, un ours aimable, gentil et Écoutez. câlin. À l'abri dans ton cartable, je serai ton copain. Chelou les deux dernières phrases, mais bon. Du coup, Envoyé- c'est quel dessin animé? C'est les petits malins et c'est Gabi. Les petits malins. C'est Gabi l'ours gentil dans les petits malins. C'est un D'accord. dessin animé avec des peluches qui parlaient. N'hésitez qui pas, si vivaient vous des avez cette aventures. référence, Vous à savez faire des d'ailleurs, photomontages de Cédric avec Gabi et les petits malins et à les envoyer à louise@mademoiselle.com qui est une vraie adresse mail car j'aimerais les voir. Pourquoi on parlait de clitorisme? Parce que tu dis que tu avais inventé l'as un mot inventé. rapport Ouais, mais à avant. cooking, parce que tu disais les gens t'ont envoyé des photos Briques, les crabes. et on va comment et tu disais les, ça pour les mini-kifs. Ouais, c'est Voilà. ça, exactement. Voilà, c'était l'heure des mini-kifs à la base, hein, vraiment, Exactement. on était là-dessus. Qui veut commencer du coup, Cédric? Ah non, t'es arrivé en disant que t'avais pas de Ok, kiff tout de parce que, suite. Mais j'ai une mini rage sinon à la place. Mais Il est en train Il de a changer le. c'est exactement En même temps, je rappelle qu'une fois Mimi a eu un kiff passif-agressif. Voilà. C'est vrai, On On est peut passé pas de là. autoriser une fois de temps en temps à Cédric Effectivement, d'être désagréable. Il était voilà. Non, en vrai, non, c'est un truc qui me. Non, c'est une mini rage qui peut aider les gens à, je sais pas, à libérer leur à dire moins ce genre de truc. En fait, régulièrement cette semaine, il y a plein de gens qui m'ont dit ah non, je peux pas manger ça, je le digère pas. Et j'ai horreur quand les gens Ça me va être disent je le digère pas parce que ça ne veut dire qu'une seule chose. Et je n'ai pas envie d'avoir l'image mentale de toi qui a la chiasse. Donc pourquoi tu me dis que tu digères pas les poivrons? Mais tu dis Putain, n'importe c'est quoi. trop bizarre. Tu es fou. Mais non, mais attends, quand les gens ils te disent non, je peux pas manger des poivrons, je les digère pas, bah ça ne veut dire qu'une seule chose. Mais non, ça Non. veut juste dire qu'ils ont mal à l'estomac. Non, ouais. ça veut dire qu'ils chient des pots de poivrons à la fin et qu'ils m'imposent. C'est comme une dick pic en pire, c'est une shit pic que les gens ils te disent. Genre qu'au détour d'une conversation, t'es au resto en train de manger, ils te font non, je digère pas. Et moi je suis immédiatement. Mais c'est vraiment dans Je ta les tête, vois en t'es train au de faire courant? en train de chier leur pot de mais- poivrons. T'es zinzin. Mais non, mais c'est ça, ça veut dire Mais ça. non, je le ça peut digère vouloir dire pas. qu'ils ont mal à l'estomac, que ça leur reste un peu sur l'œsophage comme ça, ou alors que ça fait groove dans leur ventre. Mais ça se trouve, ils vont pas aller jusqu'à la diarrhée geyser, tu vois. On n'en sait rien, Cédric. C'est ta N'hésitez tête. pas à envoyer Eh des bah, diarrhées eh bah. Geyser à Cédric Non, sur son compte Instagram. Oui, please don't. Après, il va nous les montrer à nous aussi. Ah, c'est vrai. J'ai vraiment pas J'ai une envie. super histoire. Ah, une diarrhée Geyser? Non, pas du tout. Dommage. Alors, je vais passer tout ça. Je vais essayer C'est parti. d'anonymiser chaque personne. Ok, c'est un une jour. bolos ou pas? Non. Ah. Je sais peut-être. Ok, on dira à la Un fin. jour, j'étais j'étais sur un voilier. Commence bien. Est-ce que t'étais en que c'était un Afrique du optimiste? Sud? Non, en je Asie? n'étais ni au Brésil ni en Asie, mais bien en Méditerranée. Et donc j'étais sur un voilier. Et donc un voilier qui ne bougeait pas, on était au port. Bref, on faisait un apéro avec mon pote qui possède un voilier. Il se trouve qu'il avait un ami, on va dire, de sa femme, qui est venu un jour sur le bateau, donc le jour où nous étions là. Est-ce que ça fait sens ou ça? Bon bref, le Oui, mec un était ami là. de sa femme, ok. Et là, il s'assoit à côté de mon mec et il lui dit... Tu connais cette histoire? Oui, je connais cette Et il histoire. lui dit, est-ce que tu veux voir des photos de mon caca? Et le mec lui dit, bah non.
Et l'autre lui dit ah bon bah tant pis. Et donc il lui dit bon je vais te montrer autre chose. Et là il se saisit de son téléphone et commence à montrer des photos à Naël et je vois Naël blêmir. Et en fait le mec était vraiment en train de lui montrer des photos de son caca. Et en fait le type jouait tous les jours à prendre son caca et celui de ses copains en photo et à se les envoyer, à les envoyer à ses copains. Et donc il lui montrait comme ça. Et là mon pote qui possède le bateau dit à Naël dit au pote écoute arrête de montrer à tout le monde des photos de ton caca, ça n'intéresse personne. Et lui dit bon bah ok je vais montrer des photos de poissons alors en faisant des clins d'œil comme ça. Et en fait il continue à montrer des photos de son caca. Mais il en avait combien? Il le prend tous les jours en photo? Imagine si ça fait 6 mois qu'il le prend tous les jours en photo, ça fait beaucoup de photos de caca. Ah bah c'est clair, surtout qu'à mon avis ça se compte en années. Et ben voilà. Ah ouais. Voilà, Mais- tous les gens qui vous disent qu'ils n'arrivent pas à digérer un truc, en fait, ils prennent des photos de caca. Je suis sûr que c'est ce qu'il dit tout le temps, ce mec. Peut-être qu'il essayait juste de voir d'ailleurs l'évolution de ses selles pour voir si, je ne sais pas, il digérait mieux ou mal certains trucs, certains jours. Cette théorie aurait pu être entendable si le caca avait été toujours resté à l'intérieur des toilettes et non pas disséminé parfois de part et d'autre de la cuvette, voire voilà. Ah, D'Esther est priceless. c'est là que ça vient. Qui sont ces gens qui sont leur réseau? On a une piste là. Attendez, Bah ouais, est-ce que vous connaissez Philippe Catherine? Est-ce que vous savez Angoisse. qu'il garde son caca? Dans des bocaux. Oui. Yes, I know. Bah, Je- tous. Pardon, mais je suis hyper perplexe. Alors. Non, je n'avais pas cette information. Tous, j'en sais rien, j'ai pas les détails de la méthode, Je connais pas Philippe Catherine personnellement. malheureusement. Non. Et mais Genre j'ai, ceux qui sont vraiment extraordinaires. je ne sais pas. C'est une excellente question. extraordinaire. J'ai vraiment eu pourquoi du mal. je sais C'est lui que ça. j'ai fait le lendemain, ma pire cuite. Je pense qu'en fait c'est une interview parce que moi je le sais aussi d'une très vieille interview qu'il a donnée sur un plateau télé. Mais c'est vraiment vieux et en fait je savais pas si c'était de l'intox ou vraiment une info, tu vois. Alors peut-être que c'est d'intox, peut-être que je dis de la merde. Mais il avait fait un excellent, il avait fait un carnet qu'il avait fait éditer et il me semblait qu'il y avait cette info dedans. Si je me trompe, n'hésitez pas à m'envoyer un message, car vraiment c'est vraiment random. C'est le fameux j'ai la moitié des infos, mais je suis pas sûre. Il y a- On peut faire un jingle pour ça. Blanche J'ai la moitié des Gardin. infos. Mais bon, je dis quand même. Blanche Gardin a fait un super sketch dans son dernier spectacle, Je parle toute seule, qui est dispo sur Netflix. Hashtag dispo du sur coup, Netflix. hashtag dispo sur Netflix. Et du coup, sur la fin, elle parle de la fois où elle a dû faire analyser ses selles et donc le soir où elle met son caca au frigo dans un bol, une boîte bonne maman de confiture, parce qu'elle se dit J'adore que cette histoire. elle se dit que ça irait bien avec le côté champêtre du fait de mettre ton caca au frigo. Et donc elle parle de la violence du fait de mettre son caca au frigo. Et il y a une très bonne vanne qui est finalement, est-ce que c'est pas remettre la nourriture à l'endroit où tu l'as prise? Excellente vanne. 24 heures avant. De vraies interrogations journalistiques, vraiment. Ah oui. Donc très très bonne vanne dans un spectacle assez. Est-ce qu'il y a des pots de assez poivrons ou pas croquignolasque. Comment? Il y a des pots de poivrons. Dégoûte. J'espère que vous ça doit n'écoutez pas pas ça à être table. facile de mettre son caca, que ce soit dans un pot de confiture ou ailleurs. C'est clair. Non mais en plus tu te réveilles le matin, t'es là, tu sais, t'es avec ton café, tout ton frigo. Je vous rappelle que cet Caca épisode n'a dans pas un pot de vraiment bonne commencé, que maman. nous en sommes même pas au premier qui. Ah si, pardon. Je voulais pas décrédibiliser ton kiff, Cédric. Mais vous, c'était une rage, oui, plutôt. Mini rage. Mais d'ailleurs, j'en profite pour dire que, le saviez-vous, Gérard Depardieu adorait, quand ses enfants étaient jeunes, les enfermer dans la voiture et péter très fort. À l'intérieur de sa voiture. Alors, c'est une histoire que, je crois, Julie, sa fille, a expliqué sur un plateau télé. Il pétait, il fermait les fenêtres et comme ça, tout le monde est obligé de respirer ses pets. Alors, vous faites une tête désarmée, mais moi, je trouve ça très drôle. Et je pense que je pratiquerai la même chose avec mes propres enfants. Voilà. C'est sadique. Mais. Ok, non, très bien. d'accord. Une belle information. Pour finir sur cette histoire, juste faire une dernière anecdote, comme ça vous serez vernis. J'ai le papa d'une de mes amies qui plusieurs fois a pété dans des bocaux et les a vite refermés et après il allait voir ses collègues, il les ouvrait sous leur nez pour faire. Ah, ça, c'est. Ouais. Ça, je sais. Ça, je trouve ça marrant. Je sais pas pourquoi. Mais... Parce que ça ne touche pas les enfants. Oh là là, la France, vous êtes vraiment. Hein. Non, c'est plus le côté peut rien genre, dire. ouais, guerre bactériologique de péter dans un endroit fermé en rigolant que tout le monde. Je sais pas. Surtout que ça doit pas être très sain, les pets de Gérard Depardieu. Hein. Ouais. J'aime beaucoup Gérard, pardon Gérard. Pardon, Ça se Gérard. trouve, il nous écoute chaque semaine. Oui, je pense. Sans aucun doute. Très bien, eh bien, merci pour cette mini-rage qui nous a bien fait digresser. Et j'espère que vous étiez pas en train de manger, auquel cas, pardon. Auquel caca. Le pire, c'est que ça marche. Mais tout marche quand on a cette bouille d'Angelo heureux, regarde. Esther,
ce midi, je suis allée manger pour la deuxième fois des ramen. Deuxième fois de ma vie entière. C'est Juliette qui m'a emmenée. C'est déjà elle qui m'avait emmenée la première fois. Et voilà, c'était extrêmement bon. Kalindi était avec moi, donc elle peut témoigner. Alors non, peut-être qu'elle est un peu moins satisfaite. Je viens de penser, vu sa tête. On va revenir au caca. Car quoi, d'ailleurs? Bah, je suis désormais un bloc de sel. On peut me sucer les bras et... Clitorisme. Ah. Non mais en fait oui les ramen étaient fort bons mais avaient plus la consistance de la boue que de bouillon. En fait le bouillon était très très dense et la réalité c'est qu'en fait non moi je suis la seule à avoir pris miso mais je pense que vous avez moi aussi non, j'avais toi pris aussi miso. c'est ça ouais. C'était très très salé. C'était très très salé, mais c'était quand même très très bon. Juste, j'ai pas fini justement mon plat parce que Il y avait trop. C'était trop, c'était vraiment énorme, c'était très très gros. J'ai oublié le nom du resto en même temps. Elle l'a dit de manière tellement rapide que j'étais complètement incapable de le répéter car il y a beaucoup trop de syllabes avec des lettres que je ne sais pas ce que c'est. Ah Je putain, ne c'est connais pas. Un J. Bon. très bon marketing Et de je ne resto sais pas. quoi. Tu vas, tu Mais, manges un truc, tu sais pas comment ça s'appelle. J'imagine que Louise mettra dans la liste le nom du resto si je pense à lui envoyer. Oui, Voilà. bien sûr, je demanderai aux intéressés. Et c'était ouf. C'était dans le 8e arrondissement, je pense, rue En des fait, Petits Champs. oui. Voilà. Mais c'était globalement les ramen que t'as aimé. Mais parce voilà, que c'est pas globalement les ramen, spécifiquement pas spécifiquement ce midi. C'est un truc que Juliette vraiment m'a fait découvrir. C'était que la deuxième fois que j'en mangeais aujourd'hui. Et je trouve ça trop bon, genre les pâtes et tout. Mais j'avais préféré la première fois parce que justement le bouillon était moins épais. Tu vois, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, Oui. Si. il y a soit des bouillons légers, genre qui font vraiment bouillon quoi. Et ce midi c'était, je sais pas, c'était très épais, ouais, plus soupe Ah, mais que c'était- bouillon quoi. C'était les trucs que genre seul Obélix et Juliette peuvent avaler en entier et Juliette cette zinzette Gras. a tout mangé de son bol et a fini en les plus, plats ouais. de nous-mêmes, de Esther et moi. Et genre après elle était là, elle disait j'ai mal au ventre et elle mangeait des pâtes, j'ai mal au ventre et elle mangeait des pâtes. C'était des soba ou des udon? C'était des soba. petites- Ah, c'est bon. C'est les que... soba. Je sais En pas fait, la les soba, différence. c'est les petites pâtes fines au sarrasin et les udon, c'est les grosses pâtes Ah oui, ok. gluantes blanches. Moi, j'aime bien les grosses pâtes gluantes. Moi j'aime pas, je trouve que ça a la consistance de la morve mais... Moi j'aime les deux. J'aime bien les huîtres, donc j'aime la morve, donc j'aime les udon. CQFD, ABCD. Je sens que ça va devenir un nouveau truc. Est-ce que Louise va se faire... est-ce que tu vas broder un CQFD ABCD sur un t-shirt? Ah, peut-être. Je ne sais pas encore. Tu sais, j'ai beaucoup de choses à broder sur mes t-shirts. Hein. Là, j'ai brodé Witch Please déjà. Ouais. Ça, c'est la meilleure blague. Meilleure blague de tout le bal des sorcières. Ah, merci. Parce qu'il y avait une grosse teuf balle des sorcières début novembre. Il y a 2 semaines. Non, Non, début- on est en semaines. octobre. octobre. Début octobre. Et j'avais pas de déguisement, mais j'ai décidé de broder Witch Please sur un de mes t-shirts. Car C'était j'adore très broder. réussi. C'était très bien. Franchement, c'était même droit. Enfin, moi, ce qui m'impressionne, c'est que ce soit droit. Bah, il y avait une- La meuf n'a pas du tout de problème géométrique entre les ronds, des crabes, les trucs droits sur les broderies, tout ça. Est-ce qu'on peut revenir à Esther et Oui, et au ramen. Non, Et mais au parce ramen. que, est-ce que vous êtes au Ah. courant que j'ai jamais mangé de ramen? Mais oui, mais le problème c'est qu'en fait, t'es végétarienne et c'est vrai que je pense qu'il y a peu de ramen végétarien. Alors il y Non, en t'en a, as pl- alors, clairement, il y en a. oui. Mais celui où on est allé spécifiquement aujourd'hui, parce que c'était le plus proche de la rédaction et qu'il fallait quand même le faire entre midi et 2, donc être rapide, il y avait effectivement rien de végé. VG. Moi j'ai fait une entorse à mon régime, voilà. C'est ce que j'allais dire. J'allais te demander, mais t'es plus censée être végé maintenant, toi? Oui, je suis en fait globalement végétarienne, sauf quand je vais au resto de temps en temps ou quand je vais chez mes parents parce que par la force des choses. Ouais, c'est chiant, les parents. Les parents ont beaucoup de mal à intégrer le non, le en délire plus, ils seraient végétarien. hyper. Moi, non, c'est- alors, ils je comprennent tiens pas. à leur rendre quand même. Non, c'est pas vrai. Ils me permettent tout à fait de manger végétarien si je le veux. C'est juste que j'ai des oncles agriculteurs et que, en fait, la viande. Enfin, ils sont agriculteurs éleveurs et que la oui. viande qu'ils produisent, du coup, je sais exactement d'où Ah. elle vient. Elle fait un très petit circuit en termes de carbone puisque c'est de leur ferme à mon assiette, globalement. Et du coup, voilà, je m'autorise ça. Mais il faut dire aussi que la recette traditionnelle de vrai ramen japonais est toujours à base de porc et d'un porc qui cuit pendant très très longtemps. Mais en réalité, il existe non seulement des versions végétariennes, mais aussi des versions véganes au ramen, dont un à Paris. Et chers auditeurs et auditrices, si vous écoutez, j'adore dire ça, putain. Si vous écoutez,
Non, chers auditeurs et auditrices, si vous habitez Paris ou que vous êtes en visite en région parisienne, un de ces quatre, allez chez Ryukishin. Je ne suis pas payée pour faire leur promotion et pourtant je la fais chaque jour que Dieu fait. Qui se trouve dans le 2e arrondissement de Paris et qui en fait a été instigé par un chef japonais qui a ouvert plusieurs restaurants de par le monde, qui est ému par sa volonté de se rapprocher des agriculteurs locaux et qui propose des ramen qui sont moins gras que les ramen traditionnels parce qu'ils sont pas faits à base de porc mais toujours à base de volaille, donc soit à base de canard soit à base de poulet. Et il existe évidemment la version vegan et je l'ai mangée la dernière fois, elle est délicieuse. Pourtant moi je suis amatrice de viande et celui-ci était incroyable. Du coup Louise, je te suggère qu'une fois nous allions tous ensemble goûter les ramen vegan de chez Ryukishin. Très bien, prenons rendez-vous avec les auditeurs et auditrices. C'est mon rêve de faire de la radio. Bah t'en fais déjà, du coup. Oui. Je t'ai vu faire bof de la tête quand même. C'est pas vraiment de la radio, ouais, c'est pas en direct. T'as compris? Ah, tu veux faire du direct? Ouais. Okay. Ouais. J'aime avoir le frisson du... Ouais, la bonne chaise du direct, ouais. Donc pour conclure ce mini-kiff, moi je voulais juste poser une question à Kalindi. Comment t'as fait pour cuisiner les tiennes? Genre... ma recette de ramen que vous pouvez retrouver sur le site de mademoiselle.com. Qu'on mettra dans les notes du podcast. Dans le cadre du partenariat avec La Saveur des Ramen, excellent film. Merci. Tout à fait. Louise sent qu'elle perd, voilà. Non, mais je couperai. Comment j'ai fait pour cuisiner mon ramen, c'est-à-dire on peut avancer, c'est juste que j'aimerais pouvoir répéter ça chez moi et j'ai vu ta recette mais je me sens pas capable. Ah bah meuf, en fait c'est tout simple, t'as tous les ingrédients, tu les coupes, tu les fous dans l'eau, tu laisses tout cuire pendant 7 heures et en vrai il y a zéro travail. Une fois que t'as mis tous les ingrédients, ça vaut pour vous chers auditeurs et auditrices, vous mettez tous les ingrédients dans l'eau avec du miso et à la fin vous faites cuire les nouilles 7 minutes à la toute fin, c'est-à-dire après 7 heures de cuisson, vous les incorporez au bouillon. Pareil, à côté vous faites cuire des œufs mollets. Pour qu'ils soient mollets il faut entre 5 minutes 30 et 6 minutes dépendamment de comment vous aimez le jaune coulant. Et après, vous les mettez dans un bain glacé d'eau, vous les sortez de leur coquille, vous les coupez en deux et fraîchement, vous les mettez sur le bouillon. Vous rajoutez quelques épices et on est bon. Voilà. Ça a l'air facile. Elle fait ça par cœur. Voilà, c'est vraiment du couper fou. Non, mais les chefs, on le sait. Les trucs fous dans la casserole. Très bien. Voilà. Et ben, j'essaierai de m'y essayer un jour. Oh là, je m'y essaierai un jour où j'ai 7 heures devant moi. Et tu nous feras goûter, j'espère que ce sera moins solide que ce qu'on a mangé à midi et qui me donne envie, personnellement, d'avoir la chiasse, en effet. Ah, tu les digères mal? C'est QFD, elle les digère mal. Kalindi, quel est ton gros kiff? Non, ton mini-kiff, mon pardon. mini-kiff, alors je vais vous sonder, alors j'ai 2 mini-kiffs. Putain. Je vais vous sonder? Bah ouais. Ah ouais, ok. Ouais. Soit je vous parle d'un objet culturel, soit je vous parle... Objet culturel? Clitorisme? La manière dont tu l'as dit, j'ai envie que tu t'en parles. Soit je vous parle d'un rêve, voilà. Ah, je veux que tu parles du rêve du coup. D'accord, mais je crois que je l'ai déjà raconté, mais c'est pas grave. Hier matin, je me réveille en nage. Pourquoi? Parce que tu as rêvé. Et tu fais tout le temps des rêves avec des créatures d'eau? Alors oui, non mais là ça n'avait rien à voir puisqu'il s'agissait de Marie Chanchon. Marie Chanchon que vous connaissez. J'allais dire rêve érotique, mais du coup... Ah non, même pas. Ah, ça aurait pu avec Marie Chanchon, remarque. Mais... Marie Chouchou. Marie Chanchon, que vous avez donc pu écouter dans le dernier épisode de Laisse-moi kiffer, dans lequel j'ai cédé ma place par altruisme. L'avant-dernier. J'ai cédé ma place par altruisme. Toujours est-il que du coup, hier, je me suis réveillée. Et qu'est-ce qui s'était passé pendant la nuit? Je vous le donne dans le mille. J'ai rêvé que Marie Chanchon me disait « Meuf, t'as pas oublié qu'aujourd'hui, on part à Shanghai ?» Et je lui disais « Quoi ?» Elle me disait « Mais oui !» Elle me dit « Pour 3 semaines !» Et je lui dis « Mais non !» Oh bon, chiant. Et je me dis, merde, parce que 3 semaines, ça m'arrange pas du tout de partir aujourd'hui. Elle me dit, mais meuf, ça fait 6 mois qu'on a pris nos billets. Alors j'arrive à l'aéroport, je lui dis, mais vraiment, ça m'arrange pas, je te jure, aujourd'hui c'est compliqué. Et je lui dis, en plus, qu'est-ce qu'on va aller foutre à Shanghai pendant 3 semaines? Elle me dit, mais c'est les vacances. Je lui dis, bah non, tu vois, les vacances en octobre, après, j'aurai plus de vacances de l'année, ça va être très chiant. Bref, et je lui dis, je ne peux pas partir, Marie Chanchon, écoute, parce que je dois écrire des articles pour Mademoiselle. Et elle me dit, bah oui, c'est vrai. Dédiée. Et oui, elle me dit, mais c'est vrai que t'as 3 articles à écrire aujourd'hui. Je lui dis, bah oui, mais c'est pour ça. Et du coup, j'ai rêvé que j'avais mon ordinateur sous un bras, mon téléphone dans l'autre, et que je ne savais pas quoi faire. Et j'essayais de grimper dans l'avion. Et l'avion s'est transformé en une motte de terre, et je n'arrivais pas à le gravir. Et j'essayais de rentrer dans l'avion, et je disais, mais aidez-moi à un steward qui était planté là comme un connard à me regarder. Je disais, mais aidez-moi. Et je glissais de cette motte de terre.
L'avion, il était sur la motte de terre ou il était à l'intérieur de la motte de terre? Non, il était sur la motte, mais une grande motte de terre, un peu comme une pyramide égyptienne. Parce que j'ai cru que le steward était à l'intérieur de la motte de terre. T'étais une termite. Mais non, mais j'avais compris. Les stewards, les termites des avions, tout le monde le sait. Mais j'avais compris que l'avion se transformait en motte de terre. Non, l'avion était sur une motte de terre et je disais à ce connard, mais aidez-moi. Et une fois qu'il m'aidait, j'arrivais à rentrer dans l'avion et là je lui disais, mais c'est quand même un comble, ma mère a été hôtesse de l'air pendant 35 ans, vous croyez qu'elle aurait laissé quelqu'un galérer pour rentrer dans un avion? Mais non, monsieur. Et je tapais un esclandre à ce type-là. Et après, je rentrais dans l'avion et j'essayais d'écrire mes articles. Impossible d'écrire un article. Et je disais à Marie Chanchon, j'arrive pas à écrire. Elle me disait, mais grouille-toi, il faut que j'envoie un truc. Il faut qu'on envoie tes articles. Et je lui disais, mais je n'y arrive pas. Et l'avion va décoller. Je veux pas partir à Shanghai. Voilà. Ah, le rêve. Donc ça, c'était ton mini. Bah écoute, en fait, ce qui m'a fait kiffer, c'était de me réveiller et de savoir que c'était pas la réalité. Voilà. Ah, le rêve best-of des angoisses, quoi. Voilà, et non, parce qu'en plus c'était même pas vraiment terminé, parce qu'une fois rentré dans l'avion, en fait on n'était plus dans l'avion, on était dans un entrepôt, et il y avait un gars qui faisait tourner un espèce de hand spinner qui était censé être la structure de l'avion, enfin bon bref, n'importe quoi, et il me disait, tu vois, regardez, si l'avion se crache, c'est pas grave, regardez, ça retombe sur ses roues, comme un chat, et je disais, quoi? Qui est ce type? mais vous êtes scientifique. Et je me disais, tous les gens des avions sont des incompétents, pardon à vous qui peut-être travaillez dans un avion, Pardon à ta mère, du coup. pardon à toi maman qui n'écoute jamais les podcasts plus de 5 minutes car tu trouves que je hurle trop. Est-ce qu'on peut parler du meilleur texto que ta mère t'a envoyé aujourd'hui? Oui, on peut tout à fait parler du meilleur texto que ma mère a envoyé aujourd'hui. Il s'est avéré qu'il y a quelques jours, j'ai écrit un article intitulé ces personnages de série avec qui je suis en couple dans ma tête, qui, comme son nom l'indique, fait une liste des mecs avec qui j'imagine niquer tous les 4 matins alors que je ne les ai jamais vus. Et dedans, je dis que ma mère, en introduction, aime bien draguer dans les marchés, qu'elle drague le mec qui vend du saucisson, celui qui vend du fromage, également le libraire bien brossé, bref. Le libraire bien brossé. Et ma mère, dont j'avais oublié qu'elle était parfois lectrice de Mademoiselle, m'écrit... Mais surtout de tes articles. Et surtout de mes... Oui, voilà. M'écrit... Dis donc, t'es gonflé de dire que je drague sur les marchés. Voilà. Et après, t'as continué à lire ton article et tu t'es rendu compte que tu disais des saletés. Je disais beaucoup de choses à base de sexualité, comme se frotter l'entrejambe avec une télécommande. Je me suis dit que ma mère ne pouvait décemment pas lire ça, cette femme qui m'a mise au monde. Et je lui envoie une photo de moi avec une écharpe sur ma tête, en train de faire comme si j'étais en train de mourir. Et je lui écris, pardon, stop à cette lecture, arrête ça parle de sexe, va-t'en. Et elle me répond, bourrique. Et puis, a préféré, pas de S, c'est le vendeur qui a préféré, pas les saucissons. Parce que j'avais donc fait une faute d'orthographe. Voilà. Ta maman est relectrice numéro 1 de Mademoiselle. Oui, voilà, c'était un bel échange avec ma mère. C'est choupi, ouais. Le genre de truc qui n'arrive jamais. J'adore la paire que vous formez. Oui. Oh, merci, c'est un gentil. excellent duo. Je vous conseille de regarder le Street Style de mère-fille de Chris Mugg et Kalindi, car vraiment c'est la meilleure chose. Il y a tout un passage notamment où la mère de Kalindi propose à Fabrice d'augmenter sa fille. Excellent moment. Voilà ma mère. Voilà. J'espère qu'un jour elle pourrait être la guest de Laisse-moi kiffer. Ça lui ferait, je j'adorerais. pense, vraiment plaisir. C'est très bon, Ça serait génial. Voilà, c'était la fin On de va mon faire un kiff. épisode spécial. Eh bien, ça veut dire que c'est à moi de faire le kiff Tout de à fait, transition. Le moyen kiff. Le moyen kiff. C'est nul que j'ai le moyen kiff. Non, moyen Non, kiff. on peut dire que c'est un kiff de longueur. Le kiff hors série. Kiff hors série. Ah tout ouais, à c'est fait. beau, ouais. Attendez, je vais roter. Après, Kalini qui touche les couilles de Cédric, Louise qui rentre dans un micro. C'est Bienvenue clair. sur Laisse-moi kiffer. Le podcast de la... Le podcast des gros dégueux qui parlent des poivrons caca. Merci. Attends, parce que dans l'autre équipe, la dernière fois, ils ont parlé de s'éclater les boutons. Donc vraiment, on est sur une... C'est forcément Queen Cam, cette grosse dégueulasse. C'est Queen Cam. c'est entre Marion autres, Séclin et qui... Marion. Oui, c'est Marion avait ça en mini-kiff. Mais vraiment, Queen Camille a très vite réagi. Attends, I mais guess. c'est quoi cette histoire d'autre équipe de Laisse-moi kiffer? Quoi? J'essaye de faire un truc alternatif à base de on n'est pas au courant. Ah, base univers parallèle tout, ouais, J'essaie de trop faire un drôle. univers parallèle, machin. Bref. Ok, merci, super. Esther est actuellement en J'ai train de se vraiment dire, mais cru qu'il était pas au courant pendant 2 secondes. Je me suis dit, Cédric, la hey, personne mais en quoi dehors de cette entreprise. Bon.
Alors, quel est le kiff hors série de Loulou aujourd'hui? La meuf se lance elle-même. Bien sûr, je suis animatrice, vous croyez quoi? Écoutez, mon kiff du jour est un kiff transgressif. Wow. Transgressif. Putain, elle rigole Elle tellement en rigole disant ça, déjà je sens que c'est en complètement disant. con. C'est nul. Non, mais c'est nul, mais c'est bien. En même temps, je m'étais jamais autorisé ça. Ok. Ok, très bien, tu nous Alors- as chauffé. Si c'est trop nul, je pourrais changer de gros kiff. J'ai décidé... J'ai décidé d'écrire dans les marges de mes livres. Je n'avais jamais fait ça, et là je suis en train de lire un livre qui est assez intéressant, mais qui parfois m'énerve ou qui me donne envie de faire des ratures ou d'écrire des trucs, de mettre mes pensées, parce qu'en fait c'est un livre qui me donne à réfléchir, et c'est la première fois où j'ai vraiment ce besoin d'écrire dans la marge. Et j'avais jamais fait ça avant. D'habitude, je suis très genre non, mais les livres, on n'y touche pas, d'accord, le papier, c'est formidable, c'est merveilleux, regardez, c'est Je beau. déteste les gens qui disent ça. Ouais, c'est clair. Pourquoi Moi, tu un l'as livre, fait? c'est Le fait livre, pour c'est être fait griffonné. pour vivre, pour être corné, pour être déchiré, pour être écrit. Eh ben, écoutez, je suis d'accord avec vous, madame. Oui. Attendez, je re-rote. Non mais c'est n'importe quoi. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres dégueulasses. C'était Donc- un petit paix, peut-être. Écoute, je ne fais pas sur commande, malheureusement. J'adorais, il y avait des gens qui faisaient des chansons avec leur paix. Pourquoi c'est pas ça ton mini-kiff? C'est peut-être ton gros kiff, remarque. La grosse commission, le gros kiff, ça serait... Attendez, mais Cédric, il vient de chanter prout prout prout. Mais ceci dit, c'est une vraie info. Il y a, je crois, un... Tu peux pas moduler ton paix pour faire des gammes? Alors, ça fait extrêmement longtemps que j'ai vu passer ce truc, mais je suis sûre que j'ai vu un truc où un mec jouait littéralement au clair de la lune avec ses paix. Il jouait au paix, d'accord? Il interprétait. Il a... Oh là là, j'ai mis des mots. C'est QFD, ABCD. Oh là là, il est fort. J'en profite pour caser le fait que j'ai pendant très longtemps frouté sur commande et c'est une mécanique. Oui, vraiment. mais c'est plus simple. Bah dis donc, je t'emmerde, renie pas mon talent. Ma sœur, elle faisait pareil. Et Ah ouais, d'accord. Bon bah j'ai un talent commun. Ok. Bah, vous êtes peut-être que deux. Hein. Je croyais que j'allais révéler un truc qui allait vous faire frétiller du museau, mais finalement Alors, non. révèle ta technique. Alors bah du coup je m'allonge, ça ne marche qu'allongé. Et en fait en m'allongeant j'essaie de contracter mes abdos et de faire rentrer de l'air à l'intérieur de mon instrument. Et je le De relâche. ta cornemuse. Exact. Clitorisme. Et alors je me suis entraînée pendant très longtemps dans le bain que j'avais, la baignoire que j'avais chez ma mère, à faire rentrer de l'eau et le faire rejeter comme si c'était une baleine. Et donc je jetais de l'eau comme ça avec mon instrument, voilà, comme si j'étais une baleine. Voilà. Waouh, ça, j'ai Alors envie là, de le faire. C'est bien. On est un pas plus loin quand même que l'air pour Ouais. se faire rentrer de l'eau. Ah bah non, c'est le même procédé. Que ce soit... Oui, mais en termes de santé, je sais Oh bon, pas c'est si je jamais ferais que ça. de l'eau. Dis donc, tu fais rentrer une tub, je pense que de l'eau ça va, non? Oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Certes. Ça me rappelle un jour où j'ai dit à ma mère, encore elle voulait me donner une cuillère remplie de yaourt. Je lui ai dit non merci, ça me dégoûte. Elle m'a dit oh, dis donc, tu mets des choses bien plus sales dans ta bouche. Hein. Voilà. Voilà. Bon Louise, ton kiff, écrire dans les marges donc, bien plus. Une passion, une nouvelle passion. Donc, oui, j'étais de la team des gens qui veulent absolument ne pas trop abîmer leur cahier et tout, et leurs livres notamment. Et puis là, récemment, voilà, je me suis prise d'une passion pour écrire dans les marges. Donc maintenant, j'ai vraiment l'air con. Dans le métro, vraiment, je prends mon petit stylo avec mon petit livre et je suis là. Je vais écrire ça, putain. Oh non, mais je suis pas du tout d'accord. Hein, voilà, alors là. Elle J'ai écrit l'impression what d'être une the fuck dans ses mamie. marges. J'ai l'impression d'être une mamie et en même temps ça m'amuse beaucoup et ça m'a donné envie. Donc en fait, je sais pas vraiment quel est mon kiff. Je vais déballer et puis on verra, on analysera à la fin. C'est trop bien, vas-y. Et en fait, donc le livre que je suis en train de lire, c'est Beauté fatale de Mona Chollet. J'ai déjà lu un livre d'elle qui s'appelle Chez soi et on l'a reçu là il y a pas très longtemps chez Mademoiselle pour son livre qui s'appelle Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Et donc c'est une essayiste, elle est journaliste au Monde diplomatique et en gros Beauté fatale, il a été écrit en 2012. Et donc elle parle de l'univers mode beauté et de comment ça aliène les femmes dans la société, etc., etc. Et donc il y a des trucs très intéressants et d'autres trucs où je suis pas d'accord avec elle, etc. Et en fait c'est
trop bien, c'est vraiment ultra cool parce que ça me permet de réfléchir sur ce que je pense vraiment. Et en fait, j'ai parfois l'impression que au quotidien, je ne réfléchis pas beaucoup, hein, voilà. Non mais tu vois, je pense pas à des trucs de société tous les jours et j'avoue que en général, je regarde pas les infos, tu vois, genre là, il y a eu un remaniement ministériel, j'ai regardé qui était le ministre de la Culture et qui était la ministre de l'Écologie et voilà, tu vois, je suis pas hyper impliquée dans la société au quotidien. Et Moi non plus. Et en fait, du coup, lire Mona Chollet, donc ça m'avait déjà fait ça quand j'avais lu Chez Soi. Donc c'est un bouquin qui parle de, justement, comment tu vis chez toi, quel est ton rapport à ta maison, à ton appartement, et aussi au fait que c'est difficile de se loger dans des grandes villes, toute la relation de, en fait, quand t'es un peu aisé, que tu prends des femmes de ménage, souvent elles sont pas vraiment elles-mêmes très aisées et tout. Enfin bref, tous les trucs qui sont liés à vivre, même vivre à la campagne, la vie quand t'es une mère de famille et machin, enfin bref, il y a trop de trucs. Et donc c'est hyper intéressant parce qu'elle prend un sujet hyper entre guillemets neutre dans la société, c'est-à-dire que bon, apparemment un logement, tout le monde, c'est le lot de beaucoup de gens, pas tout le monde malheureusement, mais donc voilà, donc bref, elle prend ce sujet-là et elle l'emmène et elle te parle de plein de trucs et je trouve ça hyper intéressant. Et la première fois que j'avais lu du Mona Chollet, j'étais ressortie en me disant putain trop bien, ça m'a fait réfléchir à trop de trucs. Du coup, j'ai acheté Beauté Fatale et j'ai enfin commencé à le lire et c'est pareil en fait, ça me fait réfléchir à plein de choses et ça me donne envie de retourner à la fac et de faire des dissertes pour savoir si je suis d'accord ou pas. Je vais faire des thèses et des antithèses et Et j'ai l'impression d'être c'est trop bien, mais en plus, surtout que t'as même pas besoin de retourner à la fac, t'as un super support qui est Mademoiselle et qui pourrait éventuellement recevoir tes réflections et tes interrogations de meufs de ton âge qui se posent des questions sur le monde qui l'entoure, tu vois. Qui fait chiant du cul. Non, mais pas du tout. Mais non, arrête, moi je trouve ça hyper intéressant aussi. En fait, ça m'intrigue parce que je pense à l'inverse, je suis très intéressée par tout ce qui est société, actu, etc. C'est mon travail, donc effectivement, je me penche dessus régulièrement. Et du coup, en fait, ça m'arrive d'avoir des frustrations de mais putain, pourquoi les gens ils s'intéressent pas à ce sujet qui est hyper important. Ça m'intrigue d'avoir le point de vue de gens qui s'intéressent pas à ce sujet hyper important. Ouais. Mais en même temps, je le comprends, tu vois, je pense, parce que c'est le seum souvent et t'as pas envie de te coller le seum quand tu rentres du boulot. Exactement, c'est le seum. C'est le seum et en fait, là, tu vois, ce que j'aime bien avec Mona Chollet, c'est que c'est pas que le seum. C'est-à-dire qu'elle est dans une analyse, bon, alors sur Beauté Fatale, un peu moins, parce que tu sens qu'elle est un peu vénère sur la mode beauté, on n'est pas sur... Les extraits que tu m'as lus, oui. Ça s'appelle les nouvelles aliénations de la féminité, un truc dans le genre. Je retrouverai le vrai titre. Vous savez, la moitié des informations, toujours. Hein, et donc, ouais, sur celui-là, tu sens qu'elle est plus sur son côté militante féministe. Mais sur Chez Soi, c'est un peu des deux, tu vois. Elle parle de plein de trucs. À un moment donné, elle parle des tiny house et c'est bien. Et en même temps, ça prouve à quel point, genre, on en est vraiment réduit à des trucs de... Ouais, c'est un mode de vie cool, etc. Mais en fait, tu vis dans 11 mètres carrés et... Tu fais ça parce qu'en fait t'as pas de thunes et t'achètes un truc pas cher et t'es content parce que t'as une possession, tu vois, mais en vrai c'est quand même on a trouvé des arrangements avec le monde dans lequel on vit qui est quand même pas ouf. Tu dis ça à la meuf qui cherche actuellement un appartement à Paris et qui ne trouve pas. Eh oui, c'est une galère, oui. Genre des douches à côté des plaques de cuisson. Voilà, ça, c'est ma dernière c'est ma mini-rage à moi. Voilà. Et bref, donc du coup, en fait, ça m'arrive pas souvent, mais là, donc je le relis un essai de Mona Chollet et ça me fait réfléchir sur plein de trucs. Et du coup, mes pages du matin sont beaucoup plus intéressantes que d'habitude. Ah, génial. Ça faisait longtemps. Mais pourquoi t'écris sur les marges du livre ? Pourquoi j'écris sur les marges du livre ? Parce qu'en fait... souvent, alors régulièrement quand j'écris, c'est que je suis là genre what the fuck ou source ou sinon elle cite plein de trucs hyper intéressants et donc j'entoure les notes parce qu'elle met toujours des références genre c'est la page Wikipédia, à la fin t'as 170 000 références, du coup j'entoure celles que je trouve intéressantes. Après je suis pas sûre de toutes les trouver parce c'est ton panier Amazon quoi. Exactement. Je suis pas sûre de toutes les trouver parce que le livre a été écrit il est sorti en 2012, donc je pense qu'il a été écrit sur 2010-2011. Donc il y a des trucs qui commencent à dater, je suis pas sûre de retrouver tous les articles, etc. Mais voilà, et en plus ça me permet, parce que
avant sur chez soi, au lieu d'écrire dans les marges parce que je voulais pas abîmer le livre, parce qu'il était à la bibliothèque, j'ai pris en photo en fait les trucs qui m'intéressaient et c'est dans les limbes de mon téléphone et j'ai jamais re-regardé le truc. Alors que là, le livre il est à moi, je fais ce que je veux avec, je corne les trucs, machin, je mets des notes sur les passages que je trouve intéressants, pertinents, etc. Et ouais, j'ai vraiment l'impression que je pourrais être à la fac et on me donne une thématique sur, je sais pas, faire une critique du livre de Mona Chollet et je le fais, tu vois. Mais c'est trop cool, je trouve. Ouais. Mais alors, j'ai une bonne histoire de livre à la con. Vas-y. En fait, il y a 1 an, j'avais réemprunté à la médiathèque l'éducation sentimentale de Flaubert. Tu sais que c'est un de mes livres préférés. Première éducation sentimentale. J'adore ce livre et je l'avais lu il y a très longtemps. Je viens de le passer à Queen Camille. Je m'étais dit, j'ai envie de le relire. Et du coup, il y avait un mec qui l'avait emprunté avant et qui avait écrit dans les marges. Et en fait, il arrêtait pas d'insulter le héros. Il lui disait, mais t'es un bouffon. Il écrivait des messages trop vénères à chaque fois que parce que donc le héros de l'éducation sentimentale est un peu passif. Et donc sur la fin des notes, il arrête les notes après la page 100, il est là en mode genre mais vas-y bouillave là putain. On dirait vraiment genre les commentaires du réalisateur pété qui est dans les marges du livre. Et en vrai c'était trop bien et j'étais assez déçu qu'il soit pas allé jusqu'au bout du livre parce que ah ouais, ça doit être aurait marrant. été croquignolesque. Mais justement ce qui est non, tu ne dis pas mon il a dit mon mot. Hier j'ai dit croquignolet et bon maintenant il le dit comme de par hasard. Il s'inspire de toi. Bah ouais, j'ai l'impression. Alors, je dis que Première éducation sentimentale, c'est un de mes livres préférés. Quelques jours plus tard, il en parle. Mais hier, je dis croquignolet. Je l'ai même prêté à Queen Camille qui m'a dit c'est chiant du cul, ton livre, laisse-moi tranquille. Hier, je dis croquignolet comme de par hasard, tu le redis aujourd'hui. Bon, j'ai l'impression que quand même. C'est un très joli mot. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire de plus ? Rapport au fait de marquer justement dans les marges, j'avais vu une vidéo de Ariel Bissett, qui est une youtubeuse canadienne, je crois. Donc c'est en anglais, désolée. Qui fait toute une vidéo justement sur le fait qu'elle écrit dans tous ses bouquins et qu'elle trouve ça trop bien. Et pareil, d'emprunter à ses potes qui ont eux-mêmes écrit dans les marges, parce que ça te fait après avoir une deuxième lecture de peut-être qu'il a pensé un truc auquel t'avais pas pensé, etc. Et ça me fait aussi penser à Mimi quand elle disait que elle avait sur Kindle les trucs qu'elle empruntait à la fac. Et que du coup, enfin qu'elle devait étudier à la fac, et du coup il y avait les autres étudiants qui avaient fait des quotes et des machins et des trucs pour expliquer des citations et pour faciliter le travail de tous les autres étudiants qui passaient derrière eux. Je trouve ça marrant. Moi, j'ai une histoire avec les histoires d'écriture justement dans les marges, qui est que quand je suis sortie du lycée, donc quand j'étais en première année d'école, je voulais absolument impressionner un type dont j'étais tombée folle amoureuse sur les bancs de l'école, et je me suis dit bon bah du coup comment est-ce que je pourrais l'impressionner intellectuellement parlant ? Bah je lui filais des bouquins un peu intelligents. Du coup j'avais fait exprès lui filer des bouquins dans lesquels il y avait rien, mais genre j'avais écrit la veille au soir avant de les lui filer des trucs hyper intelligents, tu vois, dans la marge et tout, genre réflexion peut-être sur l'existence d'autrui. J'avais écrit des trucs merdiques comme ça et je lui avais donné en disant bon excuse-moi j'ai un peu gribouillé dedans, j'espère que tu m'entendras pas rigueur. Voilà, petite histoire de pauvre meuf. Est-ce qu'il t'en a tenu rigueur ou pas ? Je crois qu'il les a jamais lus surtout. Ouais. Il te les a rendus ? Non, mais je tiens pas vraiment. Je suis très. Tu sais, j'oublie toujours à qui j'ai passé mes machins, que ce soit mes vêtements, mes bouquins ou quoi. Je donne mes trucs. Je dis, tu me le rendras ? Ouais, personne me les rend jamais. J'oublie que je les ai donnés. Bon, bref, voilà. Voilà, c'était mon histoire de j'ai enfin osé écrire dans la marge et je pense que je vais continuer à le faire parce que c'est cool. Mais c'est très bien, mais ce que je retiens, c'est est-ce que t'as pas envie aussi de pourquoi pas, en plus de ton travail, te réinscrire à la fac ? Je sais que Marie Chanchon, elle le fait, elle, de prendre des cours tous les jeudis soirs à l'école du Louvre, des cours d'histoire de l'art. T'as pas envie de choisir une discipline qui te plaît pour réapprendre ? Parce qu'en fait, ce que je retiens, c'est que t'as envie d'apprendre des trucs. Oui, et c'est un des trucs que j'ai noté là, donc dans le dernier épisode avec la seconde équipe. Avec la seconde équipe, l'équipe sucré salé d'ailleurs, si vous voulez savoir le nom mais qu'on a trouvé. Qu'est-ce que c'est cette histoire de deuxième équipe ? Mais pourquoi nous on n'a pas un nom, wesh ? Mais si, on est la brigade du kiff. Ouais, non, mais je sais pas si ça a été validé ce truc-là. Ouais, bah calme-toi, moi j'ai retenu. Moi je vote pour le clan des semi-croustillants, ça vous va ?
Le Une clan blague de des Kaamelott, les vrais semi-croustilles. savent. De quoi je parlais Oui, donc Apprendre. dans le dernier épisode de Laisse-moi kiffer qu'on a sorti donc avec Fab, Camille et Marion, je parlais du fait que j'ai recommencé à faire un bullet journal. Et donc la dernière fois, dans mon bullet journal, j'ai fait une page, on a reçu des stickers self-love à la rédac. Et j'en avais pris un, je savais pas quoi en foutre. Et en fait, j'en ai fait une page self-love et après, j'ai mis plein de trucs que je kiffe faire et qui me font plaisir, etc. Et dedans, il y avait apprendre. Et en fait, justement, c'est ce bouquin de Mona Chollet qui me donne envie encore d'apprendre des trucs. Et j'aimerais bien aller à la fac de nouveau, mais il me faudrait un retourneur de temps car je n'ai pas le time. Vraiment, s'il faut faire des choix dans la vie. Et mon choix dans la vie, c'est d'apprendre à mixer en ce moment, donc je peux pas tout faire. Je comprends. Mais j'apprends quand même un truc. Mais c'est un vrai truc, c'est comment faire pour gérer ton temps de travail et après, au sortir de ça, apprendre de nouveaux trucs. Moi, j'hésitais là justement à m'inscrire dans des écoles, dans des ateliers qui proposent de faire des cours d'écriture. Et le truc, c'est que ça demande une rigueur qui est monstre parce que tu dois arriver tous les jeudis avec un texte que tu as écrit pendant la semaine. Tu viens, tu dois le lire devant tout le monde dans un amphithéâtre. Donc, ça demande non seulement de la rigueur, mais en plus la capacité de prendre dans la gueule les réflexions de gens qui sont potentiellement vachement meilleurs que toi, etc. Donc, c'est, tu vois, une remise en question mais d'ego, après... machin. Donc ça engage beaucoup de questions qui sont compliquées, mais voilà, sachez que je suis sur cette voie. Peut-être que d'ici à quelques mois, je vais faire ça, tu vois. Que tu te fais aussi un film de les gens qui sont beaucoup meilleurs que toi, machin, nan. En fait, globalement, les gens, ils sont moins bons que toi, Kalindi. Non, mais en fait, Surtout, ils sont bienveillants. si les gens, ils sont là pour un... t'apprendre des trucs. Pas sûr, c'est la fac. Hein. Ouais, c'est la fac, je suis d'accord, ouais. Non, mais s'ils sont à un cours d'écriture, enfin... Oui, mais je pense en fait, je pense que c'est comme moi, j'ai cette notion de compétition à balle et que j'ai envie que ce que je fasse, c'est la meilleure chose, que c'est mieux que mon voisin. Évidemment que moi, je me dis ça, donc je me dis que les autres pensent comme moi, tu vois, puisque j'ai l'impression que tout le monde pense comme moi et quand les gens pensent pas comme moi, je suis là, quoi. Bref. Et du coup, Comment fonctionnez-vous, monsieur? C'est très bizarre. Et voilà, mais moi, je suis persuadée, enfin, moi, je sais que les gens, ils passent et je me dis, bon, bah, c'est bien ou pas bien, tu vois, j'ai forcément un avis sur ce que les gens font, donc voilà. Il y a des ateliers d'écriture dans un truc à Paris qui s'appelle Les Mots. Et en gros, il y a plusieurs pratiques. Ils font des différents ateliers sur différents thèmes. Et en fait, moi, j'avais découvert ça grâce à la blogueuse Tiffaine Augusto, qui s'appelle Cuillère à absinthe, son blog. Je connais, ouais. Et en fait, elle était venue faire un Laisse-moi kiffer, enfin dans son ancienne forme, C'est ça qu'on aime, où elle était venue parler de mixer. Et quelques temps après, elle avait commencé à faire des ateliers d'écriture. Et du coup, je lui avais demandé ce que c'était. Et donc, elle faisait forme et pratique de l'autofiction. Et les cours, ça s'appelle Les Mots. Donc si ça vous intéresse, je mettrai le lien. Ça avait l'air bien. Après, c'est probablement un peu cher, mais bon, comme tout ce que tu dois faire dans la vie, de toute manière, ça coûte des sous. Voilà. Oui, tout ce qui touche à l'apprentissage, en général, ça coûte du pognon, quoi. Mais oui, c'est cool. On est bien d'accord, c'est la blogueuse rousse qui est devenue blonde par la suite que j'adorais suivre. Oui, je vois très bien qui c'est. Elle est cool. Et elle chante des comédies musicales dans ses stories. Ah ouais? Putain, faut que j'aille la suivre. Cédric, tu enchaînes avec ton gros kiff? Gros kiff. Gros kiff. Gros kiff. Comme Motus. Oui. Gros kiff. Bon. Attends, laisse Kalindi le faire toute seule. Gros kiff. Vous savez que pour la petite histoire... Je peux en faire un jingle ou pas? Ah mais bien sûr. Formidable. Pour la petite histoire, on m'a appelé Momo Motus pendant plusieurs mois de lycée parce que quand en fait j'étais pas sur les listes de mon lycée, bon, parce que ma vie. Et tu t'appelles Kalindi, ils ont pas compris. Voilà, et en fait à chaque putain de cours, les profs disaient qui êtes-vous? Et je disais Kalindi Rampfel, K-A-L-I-N-D-I-R-A-M-P-H-U-L. Et tout le monde faisait Momo Motus. Là. Ok. Donc c'était ton nom. C'est trop C'est bon ma comme petite van. bolus. Molus. Ma vie de bolus. Ma vie de bolus. Très bien. Alors, Cédric, ce gros kiff, dis donc. Putain, je sais pas. Si, en vrai, non, mon gros kiff, je l'ai trouvé avant de venir, c'est de faire rien. J'aime bien. Du coup, Non, mais est-ce si, que... attends, c'est un vrai gros kiff de ne Non, rien non, c'est un faire. vrai gros Attendez. kiff, un peu façon petites étapes de la vie. Ok, d'accord, vas-y. Mais J'avais une c'est réflexion, vraiment mais... de faire rien. Non, vas-y, je t'en prie, Louise. Non, mais elle est pas bien, ma réflexion, donc vas-y. Oh, bah, alors, s'il te plaît, ne dévalue pas ta Putain, vous allez réflexion. faire ça pendant un quart d'heure. Non, mais je t'en prie, dis-toi Ah, de mais bien merde. sûr. Non, mais j'ai pas envie, c'est de la merde. Non, mais vas-y, dis-le. Non, mais du coup, je me demandais si, comme ton gros kiff, c'était rien, tu n'allais rien dire pendant 5 minutes, mais non. Non, mais c'était une très belle réflexion. Voilà. Excellente œuvre d'art contemporaine. Donc, Oui. restez avec nous CQFD, pendant les 5 ABCD. minutes qui arrivent. Non, oh, ça va être chiant. Attends, putain, on a fait un beau silence. Hein. Ouais. Ah, c'était bon. Mm. On a L'esprit mis de 2 Luche. secondes. Oui.
Ouais, non, c'est de faire rien. Alors en fait, c'est de faire rien parce que faire rien, c'est plus une activité qui m'est permise par la vie depuis la naissance de mon enfant. C'est toi qui as choisi. Hein. Rappelons-le que Cédric possède un enfant, ce qui est très bizarre, mais qui est vrai. Oui. Mon enfant de titre personnel. Putain, c'est la blague de Fabrice Florent. Ouais. Et puis, c'est pas la bonne blague de Fabrice Florent, du coup, ça marche. Y a-t-il une bonne blague de Fabrice Florent? Bisous, Fabrice Florent. On t'aime. On passera la compta, merci. Il dit juste mon enfant personnel. Mais oui. Non, mais du coup, en fait, c'était ce truc de faire rien. Ces dernières semaines, j'ai eu quelques moments où il dormait à peu près bien et tout ça. Et genre, pendant des week-ends, j'avais 2 heures où j'étais là, genre, j'avais rien à faire. J'étais trop bien. T'as pas lu Asimov et t'as pas joué à Rusty Lake. Et ben du coup, non, en fait, c'est justement ce qui m'a permis d'aller lire Asimov et jouer à Rusty Lake et tout ça, en fait. C'est que ces moments-là où il se passe plus rien, ou alors tu le fous au lit et pendant, Inch'Allah, pendant 3 heures avant que toi-même tu tombes de fatigue, donc à 22h30, un samedi soir, my life has changed totally. Et ben du coup, t'es là et tu te fais, ah là là, je vais lire un livre, je vais lancer un jeu vidéo. C'est pas rien faire. Donc. Ah ouais. C'est pas rien mais faire. Parce que moi, je pensais que c'était justement rester comme un t'ennuyer comme un con, être assis sur ton canapé en te disant. Du coup, ça aussi, c'est un plaisir. C'est bien. Ça aussi, c'est un plaisir. Ça, c'est aussi un truc que je peux m'accorder un peu plus. Ce silence, par exemple, tu vois, quand ton enfant dort. Ouais, alors j'avoue, moi j'ai vraiment l'envie immédiate d'aller le combler avec quelque chose qui met du fuel, de l'essence dans mon esprit, tu vois, parce que un enfant c'est adorable, génial, et ça te fait apprendre beaucoup de choses sur toi-même, mais ça ne te développe pas intellectuellement outre mesure. Non, car c'est à toi de le faire du coup. C'est à toi d'un. Oui, pas tout de suite. Après, j'imagine que oui, tant que t'es pas très vieux et que lui, il est très intelligent, plus, je sais pas. Bref, on s'en fout. Je viens d'admettre que son enfant était très bête. J'aime beaucoup ça. Non, c'est-à-dire, je sais pas à quel. En fait, je n'attends que ça. Non, je n'attends que ça d'être étonné par mon enfant, mais je sens que intellectuellement, mais ça va pas arriver dans. Attends, mais si ça va arriver dans 20 ans. Ouais, c'est ça en fait, tu vois, c'est-à-dire que ça peut être un peu plus. Dans 2 ans en fait. Mais là, il va pas m'impressionner, il va pas m'étonner intellectuellement, genre putain, il m'a fait cette réflexion qu'il a eue, mais vraiment, c'est ouf ou il quoi, va pas me faire enfants une Mona Chollet dans 2 ans, tu vois, genre mais le si. monde. Mais en fait, il va te faire des mini-réflexions, des trucs. Il va voir des trucs d'enfant que toi tu vois plus dans ta vie d'adulte et tu vas faire putain, mais c'est vrai que j'avais oublié ce truc. Il faut absolument que je réapprenne à voir la vie comme un enfant. J'ai 12 ans d'âge mental, moi, déjà de base. Donc non, mais attends, avant d'être étonné. Ma petite sœur, la dernière fois, la dernière fois, c'était il y a 3 ans ou 4 ans, ma petite sœur m'a dit c'est quoi l'art? Question à laquelle j'ai répondu va demander à papa. Car je ne savais pas répondre et j'étais là. Alors, comment t'expliquer l'art? Donc, alors, les artistes, qu'est-ce que c'est? Bon, voilà, j'avais aucune réponse. Je ne savais pas comment faire. Et je pense qu'il va te sortir des phrases comme ça. J'ai une quick définition de l'art, de l'artiste. L'artiste, c'est un mec qui peut vivre par son art. Mais c'est quoi l'art? C'est produire du divertissement. C'est un truc qui fait que les gens peuvent en vivre. Non, c'est produire du divertissement, tout simplement, je pense, tu vois. Oui, l'artiste, il produit rien de nécessaire. Alors, donc, explique ça à ma sœur de 4 ans. Alors, si, l'art est nécessaire. Après, tu lui expliques ce qu'est un divertissement. Tu l'opposes aux théories de Blaise Pascal. Bon. Et après, effectivement... il a 4 vallées. L'art est-il divertissant, Bourdieu, tout ça, mais... Exactement. Non, mais facile à expliquer à ma petite sœur. Non, mais oui, c'est extrêmement compliqué, évidemment. Mais j'aime bien partir du principe qu'un artiste, genre, c'est quelqu'un qui vit de son art. En fait, tout le monde peut produire de l'art, mais t'es pas un artiste si tu peux pas vivre de ton art, entre guillemets. Je crois que je suis assez peu d'accord avec pareil. Ça. Mais souvent, les gens sont assez peu d'accord avec moi, mais au moins, je me dis que le moment où tu te déclares artiste, c'est qu'en fait, quelque part, t'as fait moi, je vais vivre de mon art et je suis un artiste. Ça veut pas dire que t'as envie. Est-ce que, du coup, si tu ne fais rien d'autre que ton art, mais que tu n'en vis pas encore financièrement, tu es considéré artiste? Je vois ce que tu veux dire. Non, c'est quelqu'un qui effectivement vit, ou en tout cas essaye de vivre de son art. Enfin, tu vois, genre. Bah oui, c'est voilà. Déjà la nuance d'essayer, pour moi, ça change les choses. Parce qu'en réalité, il y a plein d'artistes qui vivent pas de leur art, tu vois, parce que en fait, ils sont à la rue et ils ont pas d'argent. Voilà, oui, donc. Y compris des mecs qui. Bon, ta théorie est nulle à chier. Bon, voilà. Y compris beaucoup de personnes dont les descendants vivent de l'art de l'artiste, qui lui-même n'en a jamais vécu. Hein? Comment ça va? Exemple typique, il y a un mec l'autre jour qui m'a déclarer un poème comme ça dans la rue contre quelques pièces. J'adore, mais c'est une super... J'étais littéralement en train de lire sur un quai, il s'est ramené, il m'a dit « Bonjour, je peux vous dire un poème ?» J'ai dit « Oui ». Il m'a dit son poème et après il m'a raconté un peu que voilà, il faisait ça pour mendier. Ouais. Voilà. Pardon. Non mais je trouve que c'est une super belle histoire et ouais.
Ça m'est jamais arrivé. C'était intéressant de parler un peu avec lui. Ouais, Bah oui, tu m'étonnes. Moi, un jour, il y a un type qui m'a couru après dans le métro pour me dire vous êtes très jolie, je vous offre mon livre. Et il m'a offert un livre que lui-même Mein avait Kampf. écrit. Et Oh non. Merde. Point Godwin atteint très très vite. Pourquoi toujours Cédric? c'est drôle. Non, c'est drôle. Non, Bravo. mais c'est drôle, mais pourquoi? C'est très drôle. Mais en tout cas, tu soulèves quelque chose qui est... moi, par exemple, je serais incapable de rester sur mon canapé à me faire chier. Et en fait, je me dis parfois que c'est juste parce que j'ai un besoin de me nourrir en connaissances et en divertissement. Et en réalité, je pense que c'est juste l'effroi de se retrouver avec soi-même. Et le fait est que, en fait, ça me rapproche des écrits que j'adorais quand j'étais sur les bancs de l'école. Et notamment Pascal, qui a marqué une grande partie de ma vie, parce que qui disait que lui, le divertissement... Blaise, qui lui disait que le divertissement n'était que vanité et que en réalité la vraie manière de se retrouver soi-même et le vrai moyen de produire quelque chose d'un point de vue intellectuel, c'était de ne rester à rien faire et de confronter l'ennui, de le regarder droit dans les yeux. Et j'ai toujours trouvé ça passionnant, en cela que moi j'avais toujours été incapable de le faire parce que c'est extrêmement compliqué de te retrouver à dire voilà, maintenant il faut que je produise du contenu avec mon propre cerveau. En réalité, quelque chose qui sera Moi, pas je aussi suis divertissant incapable, que ouais. c'est très compliqué, surtout à l'heure des téléphones. Et évidemment, Blaise Pascal avait quand même beaucoup moins de divertissement que nous puisqu'il n'avait pas ni les Marseillais ni Instagram. J'allais dire, ça devait être vraiment intéressant pour toi, surtout que tu n'as pas pu jouer pendant ton enfance car tu détestais raconter des histoires et des trucs comme ça. Du coup, t'as dû te faire chier. Mais du coup, c'était l'ennui. Ah non, tu lisais des livres. Je lisais beaucoup de livres, c'est pour ça que j'ai appris à lire très tôt. Ouais, comme les enfants un peu doués, quoi. À 3 mois. J'ai appris à lire et à écrire très tôt, donc j'ai commencé à lire très tôt et c'est comme ça que je me suis divertie pendant des années. Ou à écouter les adultes parler, ce qui était ma passion. Voilà. Tu leur demandais ce que c'était l'art ou pas? Non, je leur criais beaucoup dans les oreilles car j'étais une enfant. Leur expliquer ce que Est-ce c'était qu'on que l'art. est étonné? Pas du tout. Est-ce que je peux faire un point CQFD, Casenestat? Casenestat. Il a sorti une dernière vidéo récemment. Ça ne veut rien dire cette phrase. Il a sorti une vidéo récemment. Ah ah, comme d'habitude. Dès qu'il sort une vidéo, en fait, je la regarde et puis je vous en parle. C'est simple. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner à sa chaîne. Je Le suis là. meilleur podcast pour suivre l'actu de Casenestat, putain. Casenestat Podcast Channel. Et en fait, il fait tout un truc sur pourquoi je me lève à 4h30 le matin. Donc vraiment extrêmement tôt. Non, Personne merci. personne zinzin. Et en gros, il interviewe un mec qui est un ancien mec de l'armée qui a écrit des livres sur pourquoi il se lève à 4h30, la discipline, tout ça, machin, peu intéressant. Mais en fait, il a... Ok. Mais Elle le vend très bien. Hein. non, mais arrêtez, je dis toujours peu intéressant et en fait, à la fin, c'est intéressant. Enfin, pas toujours, mais... Et en fait, Casenestat a un truc super dans son studio, et c'est une grande planche où il déroule une feuille blanche et il fait souvent des schémas, des machins. Et là, il fait le schéma des 24 heures de sa journée. Et il y a 6 heures de sommeil, et en fait, il se lève à 4h30 pour travailler 2h30 le matin jusqu'à ce que sa fille se lève pour ensuite l'amener à l'école et ensuite aller courir 1 heure et ensuite travailler pendant toute la journée, faire 1 heure de pause, même pas le midi, et voilà, et revenir chez lui, avoir 2h30 ou 3 heures avec sa femme et sa famille et redormir. Et je suis là, donc le divertissement, tu ne connais pas, mec, tu es zinzin. C'est fou. Hein. Et en fait, donc après avoir vu cette vidéo, j'étais là, ok, mais je me suis dit, si j'avais donc ce mode de vie que je n'aurais jamais, car il m'arrive régulièrement de faire des soirées de 22h30 à 6h du matin, donc c'est la période où lui dort. En fait, je me suis dit, qu'est-ce que je ferais si je me levais à 4h30 le matin? Et donc lui, dans sa vidéo, il est là, ouais, non mais moi, tu vois, écrire le matin des mails sur mon Apple, sur mon iMac, bon bah, ça me fait avoir l'impression que la vie a un purpose, donc a un sens. Et du coup, j'étais là, d'accord, donc tu es vraiment une personne dédiée à ton travail et tout, c'est cool. Mais en fait, moi, à ta place, qui n'ai pas d'entreprise à gérer, qui n'ai pas, du coup, l'impression que mon salaire en dépend, parce qu'en vrai, moi, je suis payée par Mademoiselle, et a priori, Mademoiselle, j'ai des horaires de travail, quoi. Donc, du coup, je suis pas obligée de me lever à 4h30. Et du coup, j'étais là, qu'est-ce que je ferais si je me levais à 4h30? Et en vrai, probablement, je me ferais chier. Mais non, t'as dit tout à l'heure que tu voulais apprendre des trucs, mais que t'avais pas le temps. Ouais, mais à 4h30, meuf. 4h30. 4h30. Ouais, mais... En fait, déjà, le matin, je me lève 1h30 avant de partir de chez moi. Et je suis large en termes de temps. Je fais les pages du matin, je fais mes trucs et mes machins. Enfin, et oui, je pourrais me lever encore T'es levé à une quelle heure. heure, ça?
Je me lève à 7h. Non, mais c'est dans l'hypothèse où tu serais pas fatigué ou j'en sais rien, genre dans l'hypothèse où t'aurais ce mode de vie, tu trouverais forcément des trucs à faire, hein, je pense. Enfin... Oui, je pense aussi. Ouais. En réalité, il y a tellement de choses à faire que je pense que t'as jamais le temps. Mais oui, mais c'est pour ça que rien faire, ça me paraît fou. C'est-à-dire que tu vois, moi je vois donc la fameuse timeline, donc c'est très dessiné, machin, il met des dominos à chaque truc, et du coup tu vois son truc est rempli et il y a pas de place pour le rien. Tu vois, dans sa life, c'est soit le travail, soit la famille, soit je dors. Ouais, mais après, peut-être qu'il bloque quand il travaille, il se fait ses petites pauses et ses petits machins d'esprit, je sais pas quoi. Tu vois. Surtout quand il est avec Je sais sa famille. pas. Ou alors il zinzin. surkiffe bosser. En vrai, il a je l'air sais pas, zinzin de travail. Ouais, il a l'air un peu zinzin. Et... Oui. Bah après, il a l'air de kiffer ce qu'il fait, donc il s'aère dans ce bordel en fait. Mais pourquoi je parlais de ça? Parce que c'était en rapport direct avec le gros kiff de Cédric. Ah. T'inquiète, c'était complètement Oui, pertinent. ok, d'accord. Ouais, du coup, faire rien. Non, en fait, ouais, c'est vraiment ce truc depuis qu'il y a l'enfant, la vie professionnelle, personnelle, machin, mais qui est quand même beaucoup rythmée et dictée par l'enfant. Et ben, j'ai perdu effectivement ces moments où j'avais rien à faire que je remplissais avec Mais parce que du divertissement. avant l'enfant, pourquoi on appelle l'enfant? Bah, j'utilisais mon temps libre pour faire plein de trucs, tu vois, beaucoup de divertissement et sortir, aller boire des coups. Mais j'étais tout le temps en train de boire des coups dehors avec des gens, à discuter et dire de la merde, tu vois. Quelque chose qui a beaucoup disparu de mon quotidien, de quotidien journalier. Et du coup, en fait, voilà, ces quelques derniers temps, depuis que le Schtroumpf il dort un peu plus tôt et que ça se calme et tout ça, et que le week-end est un peu plus de temps en temps posé, et ben putain, ces moments-là de vide, ça devient ces petits moments de respiration qui font que ça va mieux. Tu peux souffler. Ouais, non, et vraiment le côté ne rien faire. Être là, traîner, tu traînes en pyjama depuis Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est et ne rien faire et aussi te recharger l'esprit avec des trucs que tu trouves intéressants et cool, tu vois. C'est que je m'en sers entre autres pour effectivement relire des trucs, machin, tester des nouveaux jeux, des conneries comme ça. Mais tu vois, tout le temps qu'avant je pouvais consacrer à des escape games, tout le temps que j'avais tellement de temps avant et je ne savais pas que j'avais tant de temps. Maintenant, j'ai si peu de temps. Et je ne savais pas que ça allait être si peu de temps. Et du coup, quand du temps se libère, t'es là vraiment, tu passes dans une phase genre, waouh, pendant 1h30, genre vraiment, genre, je vais faire ce que je veux et tout. Et c'est. Quelle horreur. Ouais. Ça m'angoisse. m'angoisse. Un vaccin. Ah ouais. C'est clair. Ouf, des libérations. C'était égal jamais d'enfant. Merci Cédric pour cette prévention. Cédric qui œuvre pour la capote dans les écoles. Non, mais en fait, le truc, c'est que tu tu te rends compte... Je suis désolée, un peu plus. Je peux y aller vite. Mais c'est que tu te rends surtout compte à quel point, en fait, le luxe de rien faire... Mais en fait, tu vois, c'est même une réflexion genre, qui peut être un peu sociétale ou sociale sur le fait que nous, on a aussi le luxe de pouvoir être oisif, quoi, tu vois. Ouais, oui, mais carrément. Et qu'il y a très peu de gens dans l'humanité qui ont ce luxe de ne rien faire. Et ben que, putain, faut bien s'en servir et bien profiter quand tu l'as. Ce qui est quand même, putain, ça te permet une libération d'esprit qui est assez hallucinante. Et alors voilà, ce n'est que le premier enfant. Ouais. Tu comptes en avoir d'autres après cette première expérience ? 18, car j'adore le catholicisme. Non. Pourquoi je riais cette blague ? Elle était nulle. Non, j'aimerais bien ouais, en fait, moi j'ai grandi enfant unique, donc mon meilleur pote c'était ma Game Boy. Ce qui explique beaucoup de choses. Je croyais que t'avais vraiment un meilleur pote, mais j'ai cru. Mal. C'était ma Game Boy. Et je dormais avec. C'était mon ami. C'était bien ton enfance. Et non, et du coup, en fait, je me dis, bon, en vrai, j'en ai pas trop souffert et j'ai plutôt bien kiffé, mais je me dis, bon, c'était quand même relou à plein de moments et tout ça. Et j'avais quand même des cousins un peu partout. Ça me rappelle Vincent Doudienne dans une émission sur France Inter qui s'appelle Remède à la mélancolie. Il était invité. Et j'aime trop cette émission et en particulier l'épisode avec Vincent Doudienne. Ouais. Donc Remède à la mélancolie, c'est tous les dimanches, je pense, sur France Inter. Je sais pas si ça a changé cette année, mais en tout cas l'année dernière c'était ça. Et c'est Eva Bester qui est journaliste qui anime cette émission. Et en gros, donc comme son nom l'indique, le titre c'est de trouver les remèdes à la mélancolie. Justement, quand tu te sens pas très bien, que tu te fais un peu chier et que tu trouves que ta vie c'est un peu nul, eh bien qu'est-ce que tu fais ?
Voilà, par exemple, qu'est-ce que tu fais pour te sortir de ta mélancolie? Et Vincent de Dienne a cité donc les jeux de société et il lui explique, il y a une excellente conversation où il dit en fait, moi j'étais enfant unique, du coup je jouais aux jeux de société mais tout seul. Donc je faisais les différentes personnes qui faisaient le jeu. Horrible. Grave. Non, c'est trop. Moi je kiffais. Quelle angoisse. Trop. C'était trop bien. Ah ouais? Ouais. Ah, tu le faisais aussi. Mais en fait, tu vois, par exemple, moi, je jouais beaucoup à des jeux de société. Je bingeais les séries comme un débile mental dès que ça sortait. Maintenant que j'ai plus le temps, je retrouve l'espèce de frisson de pas savoir ce qui se passe entre 2 épisodes d'une série que t'es en train de suivre un peu vénère, tu vois. T'es le genre. L'attrait, en fait, initial de la série. C'est ça, ouais. En fait, avoir un enfant, c'est comme te ramener à la télévision dans les années 90, quoi. C'est assez. D'ailleurs, c'est passionnant, quoi. j'en C'est profite vraiment pour, voyager dans le temps. On en parle depuis des années et des mômes, ça fait pareil. J'en profite pour vous conseiller un excellent documentaire qui s'appelle Happiness, une vie meilleure, qui a été réalisé par Thomas Balmès en 2015, je crois, et qui a gagné le prix de la meilleure photographie au festival de Sundance la même année, et qui présente un gamin qui vit au Bhoutan et qui voit arriver la télévision donc en 2015. Et en 2015 ou 2014, je crois, le Bhoutan a eu non seulement l'électricité qui était la promesse de l'arrivée de la télévision dans ce pays du bout du monde. Et je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais ça avait un rapport avec ce qu'on disait, la télévision. Oui. C'est tout. Et l'arrivée de la télévision. On se raccroche aux branches là. Non mais voilà, c'était un mais conseil on culture. disait- Voilà. Oui. Non, mais c'est surtout on parlait de ne rien faire et tout. Donc le fait est que Oui, tout à la fait. télévision, ça ramène aussi Exactement. Voilà, une ça avait nouvelle donc un activité. rapport. Tout à fait. Tout à fait. Ce n'était pas vain, Kalindi. Très beau documentaire. N'hésitez pas à le regarder. C'est QFD, ABCD. ABCD. Est-ce qu'on passe au gros kiff d'Esther? Gros kiff d'Esther. Gros kiff d'Esther. Au kiff de moi-même. En fait, c'est un peu lié. Enfin, j'ai pu m'adonner à mon gros kiff car justement, j'ai décidé dimanche dernier de passer une journée que je pouvais consacrer intégralement à ma propre personne. Oh. Clitoris. Tellement. Oh, très bien. La très, très bien. masturbation toute la journée. Et non, mais c'était très très bien. En fait, ça faisait 2 jours que j'avais pas eu une seule seconde à moi. Genre, on avait fait la grosse stuff. Je m'étais couchée à 7h du matin. J'ai dormi 3 heures. Je me suis levée pour faire des trucs pour Mademoiselle que je devais publier. Après, je suis allée à la marche pour le climat. Après, j'ai enchaîné plein de trucs associatifs. Le soir, j'ai fini par une soirée avec des potes. Et je me suis couchée. Et en fait, le lendemain, je me suis réveillée tard parce que j'étais crevée. Et je me suis dit, vous savez quoi ? Je vais rien faire de la journée. Et donc, j'ai profité de cette journée où je n'avais rien mis au programme sciemment pour me faire l'intégrale de la trilogie Du samedi soir. Du Seigneur des Anneaux. Before Ah oui, c'est vrai. Sunrise, Before Sunset et Before Midnight. Parce que, en fait, je ne l'avais jamais vu, mais je n'en entendais que du bien. Donc, c'est Julie Delpy qui a réalisé? Non, elle joue dedans. Elle joue dedans. Elle réalise pas. Elle joue dedans. Non, Attends, tu vois, elle je croyais. réalise pas. C'est Robin Attends, non, je l'ai. Car je suis professionnelle, je l'ai noté. Elle a pris des notes. Richard Linklater. Je sais pas si ça se prononce oui. comme ça. Mais voilà. Et donc, c'est effectivement avec Julie Delpy et Ethan Hawke. Ethan Hawke. Et donc, la spécificité de cette trilogie, c'est qu'on suit en quelque sorte 2 personnes qui ont une histoire commune, mais à 10 ans d'intervalle à chaque épisode. Donc on en voit un, ils sont au début de leur vingtaine, un dans leur trentaine et un dans leur quarantaine, enfin au début de leurs 40 ans. Et donc le pitch du premier film, c'est 2 jeunes personnes qui voyagent et qui sont dans un train et en fait ils viennent à se parler, voilà. Donc c'est un Américain et une Française qui sont en Europe de l'Est. Et l'Américain doit descendre à Vienne pour prendre son avion le lendemain matin, tandis que la Française est en train de rentrer à Paris. Et au moment où il doit descendre à Vienne et donc laisser cette jeune femme qu'il vient de rencontrer, 1 heure, 2 heures peut-être auparavant, il lui dit « Et si tu descendais avec moi, j'ai toute la nuit à passer à Vienne, je sais pas ce que je vais foutre, je vais m'emmerder, alors que si tu viens avec moi, ce sera quand même plus sympa. » Et elle décide donc de descendre et tout le film, en fait, on les suit dans Vienne pendant tout un moment. Et c'est donc vous pouvez imaginer une comédie romantique un peu, voilà, et à la fin on ne sait pas ce qui se passe, je ne vais pas vous spoiler si vous ne l'avez pas vu, mais donc on les revoit 10 ans plus tard et encore 10 ans plus tard, et en fait ça m'a vraiment fait du bien de voir cette trilogie, déjà parce que en ce moment ça me manque vraiment beaucoup de voyager. Voilà, j'ai très très envie de repartir, et en fait de repartir justement toute seule, parce que
ce truc de rencontre que tu fais en voyage et qui te permet de connecter avec des gens en fait comme tu le fais rarement ailleurs. Du coup d'ailleurs après avoir visionné le film, j'ai fait la liste de toutes les personnes qui m'avaient marqué à ce point pendant mes voyages, genre avec qui j'avais passé un trajet tout entier, et je pense clairement que j'en ai oublié, mais j'ai déjà une liste de au moins 10 personnes, que ce soit, je sais pas, il y avait un Australien que j'ai rencontré on a passé la journée dans un bus en Irlande, un Sénégalais, on a passé la journée, tout le trajet retour en bateau de Ziguinchor à Dakar à parler, à se raconter nos vies. Et c'était juste fascinant. Et en fait, ça me manque ce genre de truc. Donc voilà, ça m'a beaucoup donné envie de revoyager. Mais est-ce que t'as aimé la trilogie ? Oui, je sais pas. En fait, oui, mais à la fin du 2e épisode, je me suis dit « Oh non, je vois déjà quelle va être la storyline du 3e et ça m'énerve, j'avais pas envie que ce soit ça. » Et c'est effectivement ce que j'avais pensé que ce serait. Mais en fait, je trouve que ça va parce que je trouve qu'à la fin, on sait quand même pas ce qui se passe. C'est très vague. En fait, la vibe du dernier épisode est plutôt dans le seum. Et en fait, c'est que on peut le spoiler parce que tout le monde l'a vu, non, en fait. En fait, c'est hyper vieux ce truc. En fait, pour vous dire, le premier épisode est sorti en 95, le deuxième je l'ai noté aussi, 2004, et le troisième en 2013. Donc à 9 ans d'intervalle à chaque fois. Donc c'est hyper vieux. Donc si vous ne voulez pas entendre, écoutez, bouchez-vous les oreilles pendant 2 minutes, je raconte la fin. En gros. Non, mais en fait, ça fait partie de ton kiff. On raconte, il y a donc la première fois, ils se croisent, ils se rencontrent. La deuxième, elle vient d'écrire un livre. En fait, il vient d'écrire un livre. C'est ça, il vient d'écrire un livre à propos de cette rencontre. En fait, il a écrit tout un bouquin à propos de leur rencontre. Et en fait, il vient dédicacer, donc il est américain, mais il vient quand même dédicacer son bouquin à Paris. Et en fait, elle a lu le bouquin, elle s'est reconnue, elle a fait le lien avec son prénom parce qu'elle n'avait même pas son nom de famille. Et donc, ils se voient pendant 1 heure. Et en fait, à la fin des 1 heure, parce que le mec était censé repartir prendre son avion, elle lui dit ce truc de « Tu vas louper ton avion » pendant tout le film. Elle lui répète ça, il est là « Mais non, t'inquiète !» Et à la fin, elle lui dit « Tu vas louper ton avion » et il dit « Je sais ». Et en fait, le truc, c'est qu'il reste. Et le dernier épisode, ils ont eu des enfants. Car voilà, ça fait 10 ans qu'ils vivent ensemble. Et en fait, pendant tout le dernier, c'est le seum. Parce qu'en fait, c'est l'histoire d'un couple qui s'aime plus, quoi. Ou pas qui s'aime plus, mais en tout cas qui dysfonctionne. Et moi, ça m'a vraiment fait vriller parce qu'il y a plein de... En fait, je me suis dit, ok, il faut que je montre ce film à mon mec pour qu'on se dise, viens, on fait pas ça. Mais parce que vraiment... c'est ça qui est hyper intéressant, en fait. C'est aussi le côté de l'histoire d'amour, et c'est ce que je trouve hyper intéressant dans ce dernier opus de la trilogie, c'est que le couple se prend la tête, mais c'est des vraies prises de tête de gens de tous les jours, en fait. On s'aime, mais on s'aime plus, mais c'est ça. C'est la réalité du quotidien. Ouais. De ouf. Et en fait, moi, ce qui m'a aussi vachement saoulée au long de ce film, c'est que j'avais vraiment l'impression que les deux ne s'écoutaient pas. Et j'étais genre, arrêtez d'exagérer tous les deux et d'inventer des prétextes à se disputer. En fait, c'est un peu les Marseillais, mais dans un film. Mais donc à la fin, en fait, lui il est hyper fantaisiste et elle adore sa fantaisie à la base. Et à la fin, elle est vraiment saoulée par son irresponsabilité globale, peut-être. Je ne sais pas comment appeler ça. Et il finit par lui écrire une lettre comme si c'était la elle de 80 ans qui s'écrivait à la elle-même d'aujourd'hui et qu'il était le messager. Et il vient lui dire que, en gros, on peut quand même faire en sorte que ça marche et on essaye, en gros, de retrouver la magie qui était celle qui nous animait au départ. Et on ne sait pas, à la fin, en fait, ce qui va se passer. Pour moi, le film, il finit de manière... en fait, si ça se trouve, ils remettent les trucs à plat et ils prennent des décisions qui leur conviennent et ça va. Peut-être qu'ils s'écoutent et qu'ils communiquent. Voilà, ce qui est le secret pour une vie de couple qui dure. En réalité, ils peuvent plus communiquer. Enfin, moi, je l'ai compris comme ça. C'est des gens qui peuvent plus communiquer parce qu'en fait, ils sont juste animés par le... Comme beaucoup de couples à la fin qui ont passé beaucoup de temps par le... En fait, on se supporte plus, tu vois. Ouais. Et la communication, elle peut plus être rétablie quand les gens juste ne supportent plus de se voir au quotidien. Je l'ai pas du tout ressenti comme ça. Pour moi, c'est pas des gens qui supportent. Moi, je déteste cette trilogie. Donc, je pense que ça joue dans mon appréciation. Je déteste Julie Delpy. Mais c'est elle que tu détestes ou c'est le film ?
J'aime pas le film, j'aime pas son personnage, j'aime pas les films d'amour. Personne chante. Elle n'aime rien. Le sel. Non, en fait, j'ai beaucoup aimé le premier quand j'étais plus jeune. Normal, ouais. Et j'ai le deuxième aussi, le troisième, en fait, je pense, à l'époque où je l'ai vu, donc il y a 5 ans, était un peu loin de mes préoccupations à l'époque. Je pense aussi qu'il y a ça qui joue, à mon avis. Je pense que ça joue énormément, mais en fait, aujourd'hui, je le comprends un peu mieux, forcément, puisque moi aussi, je suis dans une relation de couple où c'est installé, etc. Et évidemment que tu te rends vite compte, avec les années, que le quotidien bouffe la magie du début et que soit tu décides d'en faire quelque chose d'autre et de transcender ce truc-là et d'essayer de le transmuter avec un enfant, bien sûr. Ou pas. Et de le transformer en quelque chose de positif et de bienveillant et de tendre, ou alors tu décides que tu peux plus supporter la personne qui vit avec toi, et là c'est compliqué. Et dans mes souvenirs c'était ça, mais peut-être qu'en effet l'amertume de je comprends pas, enfin pas l'amertume mais l'incapacité à comprendre, parce qu'à l'époque ça ne me touchait pas autant, a fait que j'ai pas évidemment compris les enjeux du film. Pour moi c'est pas du tout en fait c'est des soucis du quotidien de type mon gosse vit de l'autre côté de l'Atlantique, et en fait il a une mère avec qui ça se passe pas bien, et peut-être on peut discuter du fait que ce soit possible un jour, on ne sait pas. C'est une hypothèse, on peut en discuter. On bouge de l'autre côté de l'Atlantique. Et elle vrille dans le sens où elle est genre mais tu peux pas me dire ça au moment où je viens j'ai pris la décision de changer de job et que c'est hyper important pour moi, etc. Ouais. Et c'est vraiment les embrouilles du quotidien nuls. C'est ça, mais en fait pour moi c'est un truc auquel on peut se raccrocher même quand on est juste étudiant. Enfin franchement j'ai vécu une relation à distance pendant très longtemps et on était littéralement sur 2 continents différents, et c'est des trucs que j'ai vécu avant d'avoir 40 ans et 2 gamins, quoi. Donc je pense que c'est aussi pour ça que ça m'a parlé, parce que c'est des histoires de choix et de est-ce que tu restes ensemble et on essaye de faire en sorte que ça marche, ou est-ce que en fait tes projets sont trop différents et du coup on se barre. Et je sais pas, enfin je pense que chacun trouve sa réponse à ces questions-là, mais bref, moi j'ai bien aimé cette trilogie et en même temps, si c'était écouté et qu'ils avaient communiqué, bon, il y aurait 2 minutes de film, ça serait moins intéressant. Tout à fait. Certes. Mais c'est grave cool. Moi, j'avais adoré cette trilogie. J'ai envie de la revoir parce que ça fait vraiment. Pardon, j'ai failli me faire engueuler par Louis parce que j'ai parlé trop loin du micro. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vu. En tout cas, je me suis jamais fait la trilogie d'un coup. Donc, why not ? Ça me donne envie de réessayer. Moi, j'avais fait 1 par semaine. Ok. Voilà. Mais j'ai une copine dont c'est vraiment les films préférés. Elle en parle tout le temps. Et chaque fois, je lui dis c'est nul. Et mais en fait, il faut juste que je revoie les trucs, parce que très souvent, les trucs que j'ai trouvé moyens il y a des années, j'ai trouvé excellents aujourd'hui. Les trucs que je trouvais excellents quand j'étais ado, je les trouve vraiment merdiques et honteux. Je précise que j'ai vu 6 fois Twilight 2 au cinéma. Voilà. Ah yes. J'adore cet aveu. Voilà. Tu sais que avant de visionner ces 3 films-là ce dimanche, donc j'avais visionné Mamma Mia 2. Voilà, car du coup j'ai fait 4 comédies romantiques dans la même journée. C'était un excellent dimanche. Ah bah je comprends. Hein. Il m'arrive de regarder La La Land plusieurs fois d'affilée. Donc c'est vrai. Mais ce film aussi, c'est l'histoire. Pardon. Quand je suis sortie de La La Land la première fois, j'ai dit à Annelle, est-ce qu'on peut rester pour la séance d'après ? Il m'a dit non. Du coup on en est sorti, mais je suis retournée le matin et après je l'ai vu tous les jours pendant 8 jours. Je savais pas que t'avais une passion pour La La Land. J'ai une passion pour Damien Chazelle, La La Land, Ryan Gosling et Emma Stone, et surtout les comédies musicales colorées, et Jacques Demy, c'était toute mon enfance quand j'étais petite. Michel Legrand, pareil. Donc forcément tous les... J'en apprends tous les jours. Je savais pas que t'étais fan de comédie musicale. Je suis pas fan de comédie musicale, je suis fan de vieilles comédies musicales. Okay. Et tu sauras que mon film préféré, c'est Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy. Je ne savais pas. C'est connu, c'est reconnu. Et on s'est perdu. Et bon bref. Et non, mais c'est surtout bon bref. Et j'en parlerai une autre fois. Mais d'ailleurs, j'ai écrit un article dessus sur Mademoiselle, sur mon addiction aux Parapluies de Cherbourg, je crois, dans un classique de la semaine. Mais oui, je suis pas fan des comédies musicales, parce qu'en fait, toutes les comédies musicales qui sont sorties ces dernières années, genre Pitch Perfect et Mamma Mia, etc., n'étaient pas à mon goût. En réalité, Louise vient de faire une tête étonnante. Non, c'est faux. Ne sont pas à mon goût, parce que je trouve que en fait, avec le temps et la modernisation des effets de chant et tout, je trouve qu'on se fait vite chier et que ça perd du charme des vieilles comédies musicales. Et, oui, c'est surtout voilà, que quoi. C'est... ça manque de claquettes. L'histoire de... Ça manque grandement de claquettes. En soi, par exemple, l'histoire de Pitch Perfect, bon, bah, vous faites un battle de chant, forcément, vous allez chanter, tu vois. Alors que Jacques Demy, ça chante à des moments où c'est pas censé chanter. Ça chante tout le temps, c'est-à-dire tout le temps.
Donne-moi cette Mais passe. Moi, ce que j'adorais, moi j'adorais Podane, que j'ai vu plein de fois, et toutes les chansons de Podane, je les trouve merveilleuses, quoi. Bah oui. Et puis, Jacques Demy, c'est un univers qui va en plus au-delà de la musique. C'est des costumes extraordinaires, des décors dingues, un choix de comédien parfois un peu douteux. J'aurais pas pris Catherine Deneuve personnellement pour jouer dans les parapluies de Cherbourg, mais finalement, le résultat était plutôt. Finalement, je l'aime bien. Mais ouais. Très bien, passons au gros kiff de Kalindi pour clôturer cette émission en Oui, beauté. tout à fait. Ce sont égales. Alors, c'est également un objet culturel. J'en ai deux. Lequel choisissez-vous? Soit un livre, soit une série. Ce que tu préfères. Alors, un livre. Non, je vais prendre la série. Alors, Merci non, de nous avoir c'est sondés. vraiment. Non, parce qu'en réalité, j'ai adoré le livre. En fait, j'ai lu pour très rapidement le dernier livre de Leila Slimani qui s'appelle Chanson douce, mais en fait, c'est un peu un livre extrêmement douloureux. Donc, on va pas en parler car laisse-moi kiffer, cool. ça parle de kiff. Je vais plutôt vous parler d'une série d'horreur. Ah oui, comme c'est étonnant, qui s'appelle The Haunting of Hill House, qui est une série Netflix qui est sortie. Pourquoi tu fais cette tronche? Non, vas-y, hein, je savais pas que c'était sorti. Ça va me donner de quoi J'ai remplir cru que mon t'allais vide. critiquer. Qui est sortie il y a quelques jours, pas plus tard que la semaine dernière. Et au départ, il faut l'avouer, j'étais perplexe. Pourquoi ? Parce que je trouve que l'horreur est un genre un peu compliqué. Il est facile de tomber dans la fadaise et dans le cliché, dans le poncif. Bah, surtout quand on produit beaucoup, en fait. Tu vas me couper du coup toutes les 4 secondes Non, mais c'est qu'effectivement, même des gens qui ont l'habitude de produire de l'horreur finissent eux-mêmes par tout le temps tomber ou de réaliser. Eux-mêmes dans des conneries, ouais. Oui, je suis d'accord. C'est Ouais. super compliqué. Ouais. Tout à fait. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que je disais ? Oui, alors du coup, j'étais perplexe en me disant putain, en me disant zut, vraiment, si ça se trouve, ça va être trop lisse. Flûte alors. Pas le sang bleu, ça va être lisse. Mazette. Et... Sang bleu, putain, t'es ouf. Et donc du coup la semaine dernière c'est perplexe que j'ai appuyé sur play et le premier quart d'heure m'a pour ainsi dire laissé indifférente parce qu'il faut avouer quand même que l'image est un peu lisse, consensuelle, on a l'habitude de voir ça, une image un peu bleutée, voilà, on s'en fout. Bref, plus j'avance dans l'épisode et plus je me dis putain, en fait ça fait très longtemps que j'ai pas été confrontée à une série qui est aussi bien, dont les dialogues sont aussi bien écrits. Et en fait, t'as toute une scène dans le premier épisode, par exemple. Alors l'histoire, voilà, je vais essayer de m'y prendre de manière organisée. L'histoire de The Haunting of Hill House, c'est quoi ? C'est l'histoire d'une famille disloquée qui est composée de 3 sœurs, 2 frères, un père. Et en fait, quand toute cette famille était beaucoup plus jeune, ils ont vécu dans une maison perdue dans le brouillard, dans un endroit paumé. Et une maison qui était supposée être hantée. Les gamins s'en sont rendus compte assez vite. Quant aux parents, ils n'ont pas su le voir, ce qui a causé un drame immense dans leur famille. Et un jour, le père vient récupérer chacun des enfants, les jeter dans la voiture et leur dire il faut partir. Et ils disent, pas de spoil, c'est dans le pitch, ils disent mais où est maman ? Pourquoi est-ce qu'on n'attend pas maman ? Il a dit maman n'est plus maman. Bref, ils s'en vont. Oui, Ça me terrifie. Ah yes, ça a l'air trop bien. ils prennent la voiture, ça fait un peu plus peur que Rusty Lake à mon sens. Bref, ils prennent la voiture, ils s'en vont, ils ne reviendront plus dans cette maison avant un certain temps. Et du coup, en fait, à l'occasion d'un drame dans cette famille, un drame qui se produit donc bien plus tard dans leur vie, ils vont être obligés de se réunir parce qu'en fait, en réalité, c'est une famille, comme je viens de le dire, qui est disloquée. L'un est junkie et en fait a noyé ses angoisses donc dans l'héroïne. Un autre, c'est très gai hein, cette histoire, c'est bien. mais c'est pas grave, ça peut être un kiff l'horreur. Une autre, bon, est un peu zinzinette, une autre dépressive. Bon, chacun a sa particularité et noie son pas chagrin bien, quoi. comme il peut. Ils sont pas bien. Bon, voilà, on va pas en faire une affaire d'état. Oui, t'as pas souvent des familles joyeuses et contentes dans les films d'horreur, genre yes, super, tout va bien. Oh, le diable a tué la moitié d'entre nous, mais tout va bien dans la vie. Donc quand même, les gens, ils sont un peu dans le bad. Et en fait, pourquoi j'adore cette série ? Déjà parce qu'elle est intelligente et que tout boucle, c'est-à-dire que ce qu'on t'annonce au tout début, on va jamais laisser les éléments de l'intrigue au hasard et on va toujours t'expliquer chaque élément de l'intrigue. C'est trop rare pour ne pas être souligné parce que souvent ils disent tiens, je te balance ça et puis vas-y, je l'explique jamais et ça fait chier tout le monde. Là, tout est expliqué du début à la fin. Tous les acteurs sont extrêmement bons et surtout ce que j'aime et vraiment je tiens à le souligner, c'est l'originalité dans la conception visuelle des fantômes. En fait, je trouve que au cinéma, ce qui est très chiant, c'est que quand tu vas voir un film d'horreur, tu te dis
putain, j'ai peur, bien sûr, quand est-ce qu'on va voir la créature ou le fantôme, quand est-ce qu'on va le voir? Et au moment où il arrive, on se dit, putain, c'est de la merde. Pourquoi? Parce que ton cerveau est conditionné pour avoir plus peur de ce qu'il ne connaît pas que de ce qu'il connaît. Bah oui. Donc évidemment, au moment où tu vois la chose, tu as moins peur de lui, mais également parce que souvent les gens font très peu d'efforts et qu'ils proposent des créatures basées sur des très vieux codes du cinéma d'horreur dont on a déjà soupé et ressoupé, et donc tout le monde se fait chier. Bref, là, il y a vraiment, je vais pas dire que il y a pas de créatures, c'est des fantômes, sont extraordinaires, il y a pas de ça. En revanche, on joue sur une horreur qui est, je dirais, viscérale. Et alors, il y a une scène que j'adore et que je vais vous raconter. C'est une scène. Je suis pas bien, franchement. C'est vrai? J'aime pas. Non, mais si, vas-y, fais-le. Mais j'aime bien écouter les histoires d'horreur, mais je suis incapable de regarder. Tu veux qu'on tamise l'ambiance? Non. Est-ce que vous voulez que je baisse les lumières? Ouais. Alors du coup, à un moment donné, t'as le petit garçon de la famille, le plus petit, qui entend des bruits dans le couloir, il sort, il voit un fantôme. Bon, bref, on le voit pas trop à ce moment-là, et il va donc se cacher sous son lit. Il est caché sous son lit, et là, le fantôme ouvre la porte. Et en fait, c'est une espèce de fantôme immensissime, sauf que il ne touche pas le sol, il flotte. Donc, bon, a priori, c'est un ectoplasme, pourquoi pas, il a le droit de flotter. Il flotte à quelques centimètres du sol, mais il a une grande canne, très grande, du coup, puisqu'il est très grand, et qui va être la seule chose qui fait du bruit pendant toute la scène. Donc, t'entends le clac-clac de la canne contre le sol, et en fait, t'entends passer pas, mais juste la canne, et du coup, c'est la seule chose qui rythme la scène, qui est vachement bien foutue. Et donc, le fantôme avance vers le lit du petit garçon et s'empare d'un chapeau que le papa du petit garçon lui avait offert quelques heures avant, et prend le chapeau et le met sur sa tête. Et du coup, tu peux éventuellement... C'est un acteur, hein, genre ça a une forme humaine, quoi. Oui, ça a complètement une forme d'humain. Mais tu vois, très grand comme la créature de Rec là, qui est coincée dans le... Vraiment, j'ai pas les rêves de... Bon, alors un grand type. Un type très grand, voilà. Un grand échalas. Et il prend le chapeau, il le met sur sa tête, il s'en coiffe. Et tu peux donc, alors ton imaginaire peut se lancer, tu peux te dire que c'est une partie du coup du petit garçon qui est dans le fantôme, puisqu'il a un élément visuel qui le représente. Tu vois. Et cette scène, moi-même, m'a un peu glacé les sangs, et pourtant c'est rien du tout, ça dure, je sais pas, 20 secondes ou une trentaine de secondes. J'ai trouvé que c'était vachement bien rodé, et à chaque fois que les fantômes arrivent, ils ont une particularité qui les renvoie à quelque chose qui est propre à la famille. Tout est intelligent, tout est bien foutu, vraiment, et t'as des dialogues qui sont dingues. En fait, au tout début de la saison, dans le premier épisode, t'as un des héros qui a fait son beurre, qui vit de livres d'horreur. Et en fait, il dit à une dame, je n'ai jamais vu de fantôme. Il dit, mais en fait, et elle lui dit, moi, je vois le fantôme, et c'est pour ça que je vous ai fait venir, parce que je vois le fantôme de mon mari. Quand je me couche, il est là au-dessus de ma tête, c'est horrible. Elle lui dit, mais en fait, vous savez, les fantômes, ça peut être plein de choses. Ça peut être la manifestation de la colère, du deuil, et simplement de pas vouloir laisser partir quelqu'un. Et en fait, t'as vraiment une explication de ce que peuvent être des manifestations surnaturelles. Et en réalité, dans le cinéma d'horreur, parfois, ça se passe très bien d'explications, et c'est ça qui m'énerve. C'est très manichéen. C'est soit, ce qui se passe, c'est que... Oui, c'est surnaturel et basta, quoi. Et c'est surnaturel et basta, ou alors... Ou alors le pire, c'est vraiment l'explication pétée, toute pourrie, tu vois, là, parce qu'à la limite, ça peut marcher, on t'explique jamais un truc, et tu fais, ok, d'accord, on va laisser le mystère. Mais quand on te filme une explication de merde, genre, en fait, c'est le petit Timmy qui a mangé trop d'aspirine il y a 50 ans, et genre, putain, sérieux. C'est bien comme explication, ça. Moi, ça me Timmy va. qui avait mangé trop d'aspirine. On s'en souvient de ce petit Timmy, hein, sacré farceur. Mais, et donc voilà. Donc je vous en dis pas plus, le reste est à découvrir sur Netflix. C'est composé de 10 épisodes, c'est réalisé par Mike Flanagan. Si vous voulez en savoir plus, j'ai écrit un article assez détaillé qui a été publié le 18 octobre sur le site mademoiselle.com. Je vous engage à aller le voir, et je vous engage à au moins oser cliquer. On n'est pas dans la peur, on n'est pas dans du gore, on n'est pas dans du trash, on est dans une horreur très douce, et ce qui est agréable, c'est qu'on peut commencer par là si on veut appréhender l'horreur et s'y mettre vraiment. Voilà, un très beau conseil culture, vraiment, c'est mon plus gros conseil du mois. J'ai vraiment eu un énorme coup de cœur, et c'est rare en matière de série. Est-ce que tu as eu peur? Car tu es habitué de l'horreur, du coup, est-ce que ça t'a vraiment fait peur, ou est-ce que tu reconnais le bel objet culturel et ce que c'est pour les débutants, entre guillemets, de l'horreur, quoi? En fait, c'est très compliqué de jauger l'horreur dans la mesure où je vis pas seule, et que comme je vis avec mon mec, j'ai pas peur parce qu'évidemment, il est tout le temps là, il est là, il mange du pâté à 1h du matin. Il mange du pâté, il mange de la confiture de lait. Bon, bref, tu peux pas avoir peur avec une personne qui mange des crackers en faisant du bruit, en mettant partout, tu vois. Le bordel à côté. C'est pas le bordel à côté. Du coup, j'ai pas vraiment peur. L'horreur se mesure, à mon sens, quand t'es seule, et que t'es seule avec tes projections à toi de l'horreur. Et évidemment, quand je suis seule et que je suis sur mon canapé et que je fais des trucs et que j'imagine, tu vois, que mon manteau il se transforme en mon porte-manteau
porte-manteau il se transforme en un machin et que je me dis putain, ce porte-manteau dans le noir, on dirait une grosse créature. Tu vois, et la réalité c'est que je fais genre, mais en fait quand mon mec il est pas là, j'allume la lumière, je dors avec la lumière et la télé allumée, enfin l'ordinateur allumé. Donc Bah après les fantômes, pour le coup, les histoires de fantômes et les bons films de fantômes, c'est en fait ils peuvent faire assez bader parce que effectivement c'est pas une horreur physique, c'est souvent un peu on va piocher dans ton passé, on va te ressortir des vieux souvenirs, on va les matérialiser entre guillemets sous forme de fantômes, et du coup en fait c'est la psychologie quoi. Exactement. Ça, il y a un vrai truc qui te fout un peu mal à l'aise parce qu'en fait tu vois directement que derrière la métaphore du fantôme c'est surtout tes doutes et tes faiblesses, tu vois. Allez, t'as peur de l'avocat à demi-mot. Exactement, merci. Alors que tu vois, quand c'est Halloween, le tueur au couteau ou massacre à la tronçonneuse, en vrai, une fois que le film est fini et qu'il y a eu des litres de ketchup partout sur les murs, t'as plus envie de te faire une pizza, quoi. Ouais, alors. Mais il manie bien les phrases. Oui. Alors je pense que tout le monde n'est pas de ton avis, Cédric, car il y a des gens qui vraiment ont peur par de exemple. plein de choses. Alors j'ai pas peur spécialement du gore. Donc non, massacre à la moi le gore tronçonneuse j'aime ou pas, autre, tu je vois, m'en ça me fous, saoule. tu vois. Enfin, mais le surnaturel, j'ai du mal. En fait, tu vois que tu c'est me les vrai. racontes, je suis là genre j'aime bien écouter. En fait, Elle cette est série, au bord je du préférerais canapé, que à 2 doigts de tomber. en fait, je préférais que tu me la racontes de bout en bout tout le scénario avec toutes les intrigues, mais que je n'ai pas à cliquer À sur voir play. quoi. Tu vois, voilà. On pourrait se faire une soirée au coin du feu où on se raconterait des histoires d'horreur. On pourrait faire des podcasts où on se raconterait des histoires d'horreur les uns les autres. Mais Boulet il faisait ça à la nuit originale. Ouais, j'aimais bien. J'ai participé 2 fois à cette table ronde à la nuit originale où on écoute les histoires d'horreur. Et en fait, c'est le seul type de moment où j'arrive à le faire parce qu'en fait, il y a tellement de gens autour. Et pourtant, ça me fait quand même peur. Genre, ça me fait quand même cette sensation un peu viscérale. Ça me donne des frissons et je suis genre... je suis pas bien, mais à la fin on rallume et c'est bon, il y a plein de monde et en vrai l'heure d'après ils racontent tous des conneries et puis voilà. Mais le frisson, c'est le frisson de l'adrénaline pour moi. Et en fait, la peur que tu ressens quand tu regardes un film d'horreur, elle est, quand tu la ressens vraiment, que t'es tout seul, t'es dans le noir, machin, elle est équivalente à, tu vois, au frisson que tu peux expérimenter avant de, par exemple, faire du parapente ou quoi. C'est ce frisson de, je sais pas, moi c'est un peu le même pour le coup. C'est vraiment le truc de l'excitation, de peut-être je vais devoir me mettre à courir parce qu'il y a quelqu'un qui va me poursuivre, tu vois. En fait, c'est du. Je comprends complètement ça. Tu vois, tu comprends. Fanat de films d'horreur, mais c'est vraiment ce truc-là. Le moment où t'as l'échine qui. C'est ça. Ah j'aime Tu fais, pas. oh putain. Mais moi je peux Qu'est-ce qui comprendre va se passer? pour un saut en parachute, parce qu'une fois que t'es par terre pour le saut en parachute c'est bon, t'es terminé, alors que le film d'horreur il s'éteint et derrière t'es tout seul le cul dans ton Ton canapé cerveau. et ton Oui. cerveau il continue de travailler. Je comprends. Mais c'est ça, ouais, mais après, moi, c'est ça que j'aime bien. C'est qu'en vrai, ton cerveau, il continue de travailler et t'es là, genre, oh putain, ça m'a vraiment. Ouah, c'était ouf. Et après, t'es là, genre, bon, en vrai, il n'y a pas vraiment de fantôme, je le sais, je vais me convaincre. Mais Non, ce mais- côté-là de reconnecter, avoir Toi, du mal à t'as un reconnecter. enfant, donc c'est plus effrayant, bien. quoi. Anecdote, trop bien. quand je suis arrivée chez Mademoiselle, après 2 mois de stage, pendant mes 2 mois de stage, il y a un moment où il a fallu traiter la bande-annonce du film Dans le noir. Et donc, je viens de vous décrire mon rapport à l'horreur, et c'est moi qui me suis occupée de faire ça. Je vous jure que à ce moment-là, j'étais hébergée chez une pote, mais elle était pas là, donc j'étais toute seule dans l'appart. Pendant toute la putain de semaine, j'osais pas éteindre la lumière. je finissais par le faire, tu vois, mais je mettais la radio à côté et je m'endormais avec la radio allumée. Ouais. Enfin, ça me fait... Et pourtant, je suis très Bah oui, ton rationnelle cerveau dans est le doué reste des tours, de hein. ma vie, tu vois. sûr. Mais ça, je sais pas, j'ai du mal. Et je trouve ça agréable, moi, quand ton cerveau il te fait flipper, même la Ouais, nuit. Je moi, me dis, j'ai- tu vois, j'ai ton. Mais Ok, du coup, toi, ça te fait le Jean même Chelou. sentiment que quand quelqu'un te dit, j'arrive pas à digérer ça. Il boucle lui Oh aussi. là 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 là, Il fait des magnifique. boucles d'intrigue. Bravo, quel scénariste. C'est ce qu'on appelle une merveilleuse conclusion de podcast. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Ça y est, c'est la fin. On se retrouve la semaine prochaine avec la seconde équipe. Vous êtes merveilleux. Quelle Merci. seconde équipe. Oh putain. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Vous êtes merveilleux. Continuez de nous envoyer des messages. N'hésitez pas à mettre des notes sur iTunes et des avis car ça nous aide vraiment à être référencés et c'est le à plus fait. important de plus important. Des notes Vous de êtes, 5 vous êtes sur 5. merveilleux. On vous aime, on vous fait des bisous et on vous dit surtout à la prochaine. Et d'ici là, touchez-vous bien le kiki. J'ai plus d'air. Au revoir les oreilles. Allez là. Allez. C'est moi qui ai Ouais, fini. mais toi, tu fumes pas, wesh. Allez. Ah, c'est vrai. Alors, Cal, parle dans ton micro. Oui, bonjour, je suis Fanny Ardant.
direct du canapé. Parle normalement du coup, pas avec ta Bah voix. voilà, je pars comme ça.